3 semaines avant le mariage de ma fille, je suis entré dans un atelier de haute couture, pensant que j'étais là pour finaliser quelques détails. Au lieu de cela, la propriétaire m'a soudain saisi le bras et m'a murmuré « Cachez-vous dans la cabine d'essayage. Vous devez entendre ça. » J'ai exigé une explication. Elle n'en a donné aucune. Elle a simplement fermé la porte et éteint la lumière. Chaque instinct me hurlait de partir. Je suis resté. À travers la fine cloison, j'ai entendu la voix de ma fille. Des rires, décontractés, détendus. Puis, une autre voix familière s'est jointe à elle. Ce qu'ils ont dit ensuite m'a fait trembler si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur et j'ai compris que je n'aurais jamais dû entendre cette conversation. Merci infiniment d'être là et de prendre le temps d'écouter cette histoire. Avant de continuer, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. D'où nous regardez-vous aujourd'hui ? Laissez votre ville ou votre pays en commentaire pour qu'on puisse se connecter. Aussi, petite précision, cette histoire contient des éléments fictifs ajoutés à des fins narratives et pédagogiques. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels serait purement fortuite, mais le message derrière est bien réel, et j'espère qu'il restera avec vous. Je suis resté immobile dans cette cabine obscure tandis que Nicolas Renard, l'enfant que j'avais élevé, le fils que j'avais choisi, riait à l'idée de me faire enfermer dans un EHPAD, et ma fille n'a rien dit pour l'arrêter. Mon dos était plaqué contre le mur de la cabine numéro 3. Chaque muscle de mon corps était tendu. À travers la fine cloison, je pouvais entendre le froissement du tissu, tandis que Camille s'admirait dans le miroir. L'appareil d'enregistrement de Sophie était posé sur l'étagère à côté de moi, sa petite lumière rouge clignotant silencieusement dans l'obscurité. Je me suis forcé à respirer lentement, discrètement, même si mon monde s'effondrait autour de moi. La voix de Nicolas a transpercé le moment avec irritation. « Tu es déjà magnifique. On peut se concentrer maintenant ?» Camille a répondu, sur un ton presque défensif. « C'est ma robe de mariée, Nicolas. » Sa réponse est tombée, sèche et froide. « Ce n'est pas un vrai mariage, Camille. Rappelle-toi de ça. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas un vrai mariage. Tout ce que j'avais imaginé, chaque moment perfide que j'avais anticipé n'était qu'un mensonge élaboré. La porte de leur cabine s'est ouverte et des talons ont claqué sur le sol. La voix de Nathalie Lefebvre les a rejoints. « Désolé du retard. Les embouteillages étaient terribles. » Nicolas avait l'air soulagé. « Bien, revoyons le planning une dernière fois. » La voix de Camille portait une note d'anxiété. « Et si quelqu'un nous entendait ?» Nicolas a ri avec dédain. « Détends-toi. Sophie est à l'accueil. Qui d'autre pourrait être ici ?» J'étais à un mur d'eux, retenant mon souffle, séparé par quelques centimètres de plâtre et de trahison. La voix de Nathalie est passée en mode professionnel, clinique et précise. « Dans 3 semaines, Camille épouse Guillaume Mercier. » Nicolas a ajouté avec désinvolture. Son vrai nom est Antoine Morel, acteur de Marseille. 45 000 € en liquide. Camille a demandé, l'incertitude perçant dans ses mots. « Mais le certificat de mariage est vrai, n'est-ce pas ?» Nathalie a confirmé. « Oui, légalement contraignant. Mais on dépose une demande d'annulation après 6 mois. » Nicolas a expliqué, comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises. « Objectif simple. Une fille mariée obtient l'accès au fonds de l'assurance vie familiale et à la SCI. » Mon esprit vacillait. Guillaume Mercier. L'homme que j'avais accueilli chez moi, à qui j'avais serré la main, que j'avais félicité. Un acteur. Un comédien payé dans ce théâtre de tromperie. Nicolas a continué à exposer leurs machinations. Le lendemain du mariage, Camille active la procuration générale. Nathalie a répondu efficacement. « J'ai tous les papiers prêts, parfaitement légaux. » La voix de Nicolas a pris un ton avide. « On transfère les fonds vers des comptes en Suisse. » On parle de millions, ma chérie. L'hésitation de Camille était à peine audible. Papa ne va pas s'en apercevoir tout de suite. Le rire de Nicolas était cruel. Le temps que le vieux comprenne, il sera trop tard. Nathalie a ajouté. L'argent transite par des sociétés écrans. Intraçables. Mes mains tremblaient contre mes genoux. Des millions. Il prévoyait de voler tout ce qu'Élisabeth et moi avions construit ensemble, tout ce que nous avions économisé pour l'avenir de Camille. La voix de Camille a vacillé avec ce qui aurait pu être de la culpabilité. « On est vraiment obligé de mettre papa en EHPAD ?» La réponse de Nicolas était glaciale. « Oui, il va remarquer l'argent. On a besoin qu'il soit hors circuit. » Nathalie a expliqué méthodiquement. « Le docteur Gérard Blanchard va l'évaluer, le déclarer mentalement inapte. » Nicolas a ajouté « Déclin cognitif dû au stress. Très crédible. » La voix de Camille s'est brisée. « Mais c'est mon père !»
Nicolas a répliqué durement. C'est un vieil homme riche, et nous ne le sommes pas. Passe à autre chose. Puis, comme pour la réconforter, les jardins d'automne, c'est bien. Confortable. Il sera très bien là-bas. Nathalie a conclu. Une fois qu'il sera déclaré inapte, on aura le contrôle total, mise sous tutelle. Les larmes coulaient en silence sur mon visage dans l'obscurité. Ma poitrine me faisait mal d'une douleur bien pire que n'importe quelle blessure physique. C'était ma fille. La petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais consolée après ses cauchemars, que j'avais accompagnée pour son premier jour d'école, et elle prévoyait de m'enfermer. Nicolas a continué, sa voix animée par l'excitation. 6 mois plus tard, on fait annuler le mariage de Camille. Nathalie a ajouté « Les comptes en Suisse sont déjà ouverts, on liquide les actifs restants. » Nicolas a ri encore, ce même rire sans cœur, et puis on disparaît. Nouvelles identités si nécessaire. Camille a demandé doucement « Et papa ?» La réponse de Nicolas était glaçante dans son indifférence. « Quoi, papa ? Il sera au jardin d'automne pour le reste de sa vie. » J'ai pressé ma paume contre ma bouche pour étouffer tout son. Tout mon corps tremblait. Je voulais défoncer cette porte, les confronter, exiger des réponses. Mais l'avertissement de Sophie résonnait dans mon esprit. « Vous avez besoin de preuves. » L'appareil d'enregistrement continuait son travail silencieux, capturant chaque mot accablant. La voix de Nicolas est devenue suffisante. Tu sais ce qui est le mieux. Il est complètement aveugle. Il me fait confiance. Il te fait confiance. Dans 3 semaines, Christian Beaumont n'aura plus rien et nous aurons enfin tout ce qu'on mérite. Soudain, des pas se sont approchés de ma porte. La poignée a bougé légèrement. Mon cœur s'est arrêté. La voix de Nathalie est venue, soupçonneuse et tranchante. « Sophie, il y a quelqu'un dans cette cabine ?» J'ai cru entendre quelqu'un respirer. La voix de Sophie a répondu depuis le couloir, calme et convaincante. « Non, cette cabine est fermée. On répare le système de ventilation. » Je me suis figé complètement. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre à travers le mur. Le silence s'est étiré à l'infini. Finalement, Nathalie a parlé. « D'accord, allons-y. » J'ai un rendez-vous. J'ai attendu dans cette pièce sombre pendant 15 minutes après leur départ, tremblant si violemment que je pouvais à peine tenir debout. Quand Sophie a finalement déverrouillé la porte, je me suis effondré dans ses bras et j'ai sangloté. Elle m'a tenu fermement, sa poigne solide malgré mon poids contre elle. Aucun mot n'a été échangé pendant un long moment. Il n'y avait rien à dire qui puisse donner un sens à ce que je venais d'entendre. Mes jambes étaient comme de l'eau sous moi, menaçant de céder complètement. Sophie m'a guidé avec précaution dans le couloir étroit vers son bureau privé à l'arrière de la boutique, vérifiant par-dessus son épaule que le magasin restait vide. Dans son bureau, elle a verrouillé la porte derrière nous et m'a aidé à m'asseoir. Mes mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Elle a pressé un verre d'eau dans ma paume, mais je ne pouvais pas le porter à mes lèvres sans le renverser. Sophie a enveloppé mes doigts plus fermement autour du verre et l'a levé pour moi, de la même façon que je l'avais fait pour Camille quand elle était fiévreuse, enfant. « Christian, je suis tellement désolée, » a dit Sophie doucement, tirant des mouchoirs d'une boîte sur son bureau. « Mais vous deviez l'entendre vous-même. » Je ne pouvais pas parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge, noyés par le chagrin, la rage et l'incrédulité. Ma fille, mon fils, les 2 personnes que j'aimais le plus au monde, complotant ma destruction aussi naturellement qu'on planifie des vacances. Sophie s'est dirigée vers l'appareil d'enregistrement qu'elle avait caché dans la cabine numéro 3. Ses doigts ont travaillé rapidement, retirant une petite clé USB de l'équipement. J'ai tout enregistré, 47 minutes au total. Elle m'a tendu la clé, la pressant dans ma main encore tremblante. « C'est à vous. Faites des copies immédiatement. » C'est une preuve légale, des aveux sur bande. J'ai fixé le petit morceau de plastique dans ma paume, ce petit objet qui contenait l'anéantissement complet de ma famille. Je n'arrive pas à y croire, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Ma fille, mon fils. Sophie s'est agenouillée à côté de ma chaise, les yeux emplis de tristesse. Il y a plus, Christian, des choses qu'ils ont dites avant votre arrivée. Elle s'est dirigée vers son ordinateur, branchant un disque de sauvegarde. Le fichier audio s'est chargé et elle a fait défiler en arrière jusqu'à une conversation d'il y a 3 jours. La voix de Nicolas a émergé des haut-parleurs, froide et factuelle. L'accident de voiture il y a 6 mois aurait dû fonctionner. La voix de Camille a répondu, choquée. « Quel accident de voiture ?» Nicolas a répondu sans hésitation. « J'ai sectionné les conduites de frein du vieux. Il a eu de la chance. » Camille avait l'air horrifiée. « Tu as essayé de tuer papa ?»
Nicolas a répliqué avec une indifférence glaçante, « et je recommencerai s'il devient soupçonneux avant le mariage. » La pièce a tourné autour de moi. Il y a 6 mois, j'avais failli mourir quand les freins de ma voiture avaient lâché sur une route de montagne près du col de la Croix-Rousse. J'avais foncé vers un précipice, évitant le désastre uniquement en braquant dans une glissière de sécurité au dernier moment. Le garagiste avait dit que les conduites de frein semblaient usées, peut-être corrodées, mais elles n'étaient pas usées, elles avaient été coupées. Nicolas avait essayé de m'assassiner. Sophie a mis l'enregistrement en pause, observant mon visage attentivement. « Christian, ça va ?» Ça n'allait pas, ça n'irait plus jamais. Mais j'ai hoché la tête, lui faisant signe de continuer. L'enregistrement est passé à une autre section. La voix de Nathalie Lefebvre a demandé « Et la situation à Bordeaux ?» Nicolas a répondu avec dédain. « Laurence ? Ne t'inquiète pas pour elle. » Camille a interrompu. « C'est qui, Laurence ?» Nicolas a expliqué avec désinvolture. « Juste une femme que j'ai connue à Bordeaux. Elle est allée voir la police, mais il n'y avait pas de preuves. » Nathalie a insisté. « La police pourquoi ?» Nicolas a ri froidement. « Elle pensait que je lui avais volé de l'argent, mais c'était sa parole contre la mienne. » La voix de Camille portait de la suspicion. « Nicolas, à combien de personnes tu as fait ça ?» La réponse de Nicolas était glaciale. « Tu es la première membre de la famille, si ça te fait te sentir spécial. » Mon esprit vacillait. Il y avait une autre victime à Bordeaux, une femme nommée Laurence, qui avait essayé d'arrêter Nicolas et avait échoué. Combien d'autres y en avait-il ? Depuis combien de temps perfectionnait-il ce stratagème ? Sophie a fait avancer l'enregistrement à nouveau. La voix de Nicolas a continué. « J'ai déjà transféré 200 000 € de ses comptes. » Il n'a rien remarqué. Nathalie a confirmé. « Les comptes en Suisse ont 1,8 million en attente. » Nicolas a ajouté avec satisfaction. « Après le mariage, on prend le reste. Total estimé, plus de 2 millions. » Camille avait l'air surprise. « Autant que ça ?» Nicolas a ri. « Ton père est plus riche que tu ne le penses, ma chérie. 200 000 € déjà partis. 1,8 million cachés dans des comptes offshore. Il me volait depuis des mois, juste sous mon nez, pendant que je souriais et signais des chèques pour les fleurs du mariage et les acomptes du traiteur. L'enregistrement est passé à une autre conversation. La voix de Nathalie était professionnelle. Le docteur Blanchard veut 100 000 € pour l'évaluation. » Nicolas a accepté sans hésitation. « D'accord, ça vaut le coup pour faire enfermer le vieux légalement. » Puis sont venus les moments qui montraient à quel point Nicolas avait manipulé ma fille. Sa voix s'est faite douce, persuasive. « Ta mère aurait voulu que tu sois à l'abri du besoin. » Un autre extrait. « Ton père a plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser. » Et un autre. « On ne lui fait pas de mal. On redistribue. C'est tout. » La voix de Camille, faible et incertaine. « Je veux juste être heureuse. » Nicolas, doucereux et manipulateur. « Alors fais-moi confiance. » C'est comme ça qu'on y arrive. Sophie a arrêté l'enregistrement et m'a regardé. « Qu'est-ce que vous allez faire ? Appeler la police ?» Je me suis redressé sur ma chaise, quelque chose de froid et dur se solidifiant dans ma poitrine. « Non, pas encore. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés. « Pourquoi pas ? Vous avez des preuves. » J'ai soutenu son regard, ma voix ferme pour la première fois depuis que j'étais entré dans sa boutique. Parce que je veux voir leur visage quand je les détruirai. Un plan se formait dans mon esprit, se cristallisant à partir du chaos. Je vais rassembler plus de preuves, je vais construire un dossier en béton, et je les exposerai au mariage. Sophie avait l'air incertaine, mais je l'ai coupée. 3 semaines à faire semblant, 3 semaines pour m'assurer que Camille voit qui Nicolas est vraiment. Si je le fais arrêter maintenant, elle pensera que je suis le méchant. Si je l'expose publiquement avec des preuves, elle sera obligée de faire face à la vérité. Sophie a étudié mon visage, puis a hoché la tête lentement. « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai réfléchi un moment. « Un détective privé, quelqu'un de discret. » Sophie s'est légèrement illuminée. « Je connais quelqu'un, Laurent Dubois, ancien de la DGSI. Il est minutieux et ne pose pas de questions inutiles. » J'ai hoché la tête. « Bien, je le contacterai aujourd'hui. » Pendant un moment, l'émotion a menacé de me submerger à nouveau. J'ai regardé Sophie, ma voix se brisant. Elisabeth serait dévastée. Les yeux de Sophie se sont emplis de larmes. Elisabeth serait fière de vous pour vous battre. J'ai secoué la tête. J'ai échoué envers elle. Je n'ai pas protégé notre fille. Sophie a serré ma main.
Vous la protégez maintenant, de Nicolas, de la prison. Je me suis levé prudemment, mes jambes plus stables maintenant. Un but avait remplacé la paralysie. Sophie s'est dirigée vers la porte arrière de son bureau. « Sortez par ici. Votre voiture est devant. Passez par la ruelle. » Je me suis arrêté sur le seuil. « Merci, Sophie. Pour Elisabeth. Pour moi. » Elle a touché mon bras doucement. « Allez-y. Et Christian, soyez prudent. Nicolas a déjà essayé de vous tuer une fois. » J'ai soutenu son regard, la mâchoire serrée. « Je sais. Cette fois, je serai prêt. » Alors que je sortais dans la ruelle, Sophie m'a rappelé « Christian, attendez. Il y a encore une chose sur l'enregistrement. » Elle a passé un dernier extrait. Nicolas parlant à Nathalie. « Si le vieux devient soupçonneux, on accélère le calendrier. J'ai des plans de secours. » Je me suis retourné. Quel genre de plan de secours ? Le visage de Sophie était pâle de peur. Il n'a pas précisé, mais Christian, on dirait qu'il a déjà fait ça, qu'il a prévu chaque scénario. J'ai serré la clé USB dans ma poche. Alors je devrais mieux planifier que lui. Je suis sorti dans la lumière du soleil, un homme différent de celui qui était entré dans cette boutique 2 heures plus tôt. J'ai conduit jusqu'à la maison cet après-midi-là, en m'entraînant à sourire dans le rétroviseur. Si j'allais passer 3 semaines à faire comme si ma famille ne m'avait pas trahi, je devais devenir un meilleur acteur que Nicolas Renard. L'autoroute s'étendait devant moi, mais je la voyais à peine. Mes mains agrippèrent le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Dans la poche de ma veste, la clé USB semblait peser 1 tonne. Tous les quelques kilomètres, je me regardais dans le miroir, essayant différentes expressions. Un sourire, ça ressemblait à une grimace. De l'excitation, ça sonnait faux, même à mes propres yeux. J'ai essayé d'imaginer Elisabeth à côté de moi, me guidant à travers ce cauchemar. Qu'est-ce qu'elle dirait ? « Christian, tu es plus fort que tu ne le penses. Fais-le pour Camille. Sauve notre fille. La guerre intérieure a fait rage sur chaque kilomètre. Comment pouvais-je regarder ma fille sans hurler ? Comment pouvais-je m'asseoir en face de Nicolas sans lui sauter à la gorge ? Mais sous la douleur, quelque chose de plus froid se solidifiait, de la détermination, de la stratégie. Je les battrais à leur propre jeu, mais je devais être plus malin. Ce soir serait mon premier test, un dîner en famille où je ferais semblant que tout allait bien alors que mon monde était en cendres. Avant d'arriver à la maison, j'ai rendu mon plan concret. Premièrement, copier la clé USB immédiatement et cacher l'original. Deuxièmement, contacter Laurent Dubois ce soir, quelle que soit l'heure. Troisièmement, avoir l'air enthousiaste pour chaque détail du mariage, peu importe à quel point ça me tuait. J'ai pris une grande inspiration et me suis engagé dans l'allée. Le spectacle était sur le point de commencer. Camille était dans la cuisine quand je suis entré, fredonnant en coupant des légumes. Le son, si innocent, si familier, a failli me briser. Elle a levé les yeux avec un grand sourire. « Papa, comment s'est passé l'essayage du costume ?» J'ai forcé de la chaleur dans ma voix, canalisant chaque once de volonté que je possédais. « Parfait. Sophie a fait un excellent travail. Tu seras fier de m'avoir à ton bras pour descendre l'allée. » Le mensonge avait un goût de poison, mais mon sourire a tenu. Nicolas est apparu du salon, tout en charme et en assurance. « Christian, bonne journée ?» Il a tendu la main pour la serrer. Je l'ai prise, luttant contre l'envie de lui briser chaque os des doigts. Merveilleuse, Nicolas, absolument merveilleuse. Sa poignée était ferme, son sourire travaillé. Il n'avait aucune idée que je savais. Aucune idée que tout son stratagème était enregistré et en sécurité en ma possession. Nous nous sommes installés autour de la table de la salle à manger, la même table où nous avions célébré des anniversaires et des fêtes, où Elisabeth avait servi les repas de Noël. Maintenant, on aurait dit une scène de théâtre pour une pièce élaborée. Nicolas s'est lancé dans une discussion sur la liste des invités, mentionnant des parents et des associés que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, fait des suggestions, joué le père fier qui attend avec impatience le grand jour de sa fille. Camille a parlé des arrangements floraux et des plans de table. Sa voix portait une tension que je n'avais pas remarquée avant. Était-ce de la culpabilité ? De la nervosité ? J'ai répondu avec intérêt, posant des questions sur les centres de table et les choix de menus, tout en hurlant intérieurement la vérité que je ne pouvais pas dire. Elle prévoyait de me détruire tout en discutant de servir du saumon ou du poulet. Puis est venu le moment le plus difficile. Les yeux de Camille se sont embués alors qu'elle regardait la chaise vide en bout de table, la chaise d'Elisabeth. J'aimerais tellement que maman soit là pour voir ça.
a-t-elle murmuré. Elle disait toujours que mon mariage serait le plus beau jour de sa vie. La pièce a semblé basculer. J'ai agrippé le bord de la table, luttant pour garder mon sang-froid. Élisabeth, ma belle épouse confiante, qui avait aimé Camille inconditionnellement, qui avait accueilli Nicolas dans notre foyer, qui était morte, en croyant que notre famille était unie et aimante. Dieu merci, elle ne pouvait pas voir cette trahison. Je me suis raclé la gorge soigneusement. Ta mère nous regarde, ma chérie, et elle est si fière de toi. Les mots ont failli m'étrangler. Camille a tendu la main et a serré la mienne, des larmes glissant sur ses joues. Je me suis demandé si une partie de son émotion était sincère, ou si elle avait appris la manipulation de Nicolas si parfaitement que même son chagrin était une performance. Nicolas a orienté la conversation en douceur, démontrant le contrôle calculé que je reconnaissais maintenant. « Christian, je voulais te dire, j'ai pris rendez-vous pour toi avec le docteur Blanchard la semaine prochaine, juste un bilan de routine. On veut s'assurer que tu es en pleine forme pour toutes les festivités du mariage. » Son ton était décontracté, concerné, parfaitement calibré. C'était le piège dont Sophie m'avait averti. Le docteur Gérard Blanchard, payé pour me déclarer inapte. J'ai soutenu le regard de Nicolas calmement, forçant mon expression à rester reconnaissante. « C'est attentionné de ta part, Nicolas. J'apprécie que tu veilles sur moi. » J'ai vu la satisfaction passer furtivement sur son visage. Il pensait que je marchais volontairement dans son piège. Le dîner s'est finalement terminé. Camille m'a serré dans ses bras pour me dire bonne nuit, son étreinte ressemblant à la fois à du réconfort et au baiser de Judas. Nicolas m'a tapé sur l'épaule en me souhaitant de beaux rêves. J'ai monté les escaliers vers mon bureau, comptant chaque marche, me tenant ensemble jusqu'à ce que la porte se ferme derrière moi. À 22h, j'ai verrouillé la porte du bureau et expiré pour ce qui semblait être la première fois en plusieurs heures. La clé USB est sortie de ma poche. Je l'ai insérée dans mon ordinateur et j'ai commencé à faire des copies. 3 au total. Je les cacherai dans différents endroits. Une dans le coffre de mon bureau, une dans un coffre-fort à la banque, une chez mon avocat. Quoi que Nicolas tente, ces preuves survivraient. Ensuite, j'ai ouvert ma messagerie. Sophie m'avait donné les coordonnées de Laurent Dubois. J'ai tapé soigneusement. « Monsieur Dubois, j'ai besoin d'assistance pour une affaire familiale sensible. Urgent. Pouvons-nous nous rencontrer demain matin ?» J'ai fixé le message, mon doigt planant au-dessus de « Envoyer ». Une fois que j'aurais appuyé sur ce bouton, il n'y aurait plus de retour en arrière. Cette enquête mènerait où elle mènerait. Même si cela signifiait envoyer ma fille en prison, j'ai cliqué sur « Envoyer ». La réponse est arrivée en quelques minutes. 10h demain, mon bureau. Venez seul. Laurent Dubois ne gaspillait pas ses mots. Bien. J'avais besoin d'efficacité, pas de compassion. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à construire une chronologie. La mort d'Élisabeth il y a 2 ans. L'implication croissante de Nicolas dans le groupe Beaumont. L'accident des conduites de frein il y a 6 mois qui avait failli me tuer. Les 200 000 € déjà volés. Le mariage prévu dans 3 semaines. Le transfert planifié vers l'EHPAD, les jardins d'automne. Chaque détail nécessitait de la documentation. Chaque schéma nécessitait des preuves. Un coup à la porte a brisé ma concentration. J'ai rapidement fermé mon ordinateur portable et fourré le bloc-notes dans un tiroir. « Oui ?» Ma voix est sortie plus assurée que je ne me sentais. « Papa, tu es encore debout ?» La voix de Camille filtrait à travers le bois. « On peut parler ?» Mon cœur s'est emballé. Que voulait-elle ? Nicolas l'avait-il envoyé pour me tester ? Avais-je fait une erreur pendant le dîner qui avait révélé ce que je savais ? J'ai ouvert la porte, arrangeant mes traits en chaleur paternelle. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Camille se tenait dans le couloir, les yeux débordant de larmes contenues. Elle avait l'air jeune, soudain vulnérable, comme la petite fille qui venait me voir avec des genoux écorchés et des cauchemars. « Je voulais juste m'assurer que tu es heureux, » a-t-elle dit doucement. « Du mariage ? De tout ?» J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité sous la potentielle tromperie. Était-ce de la culpabilité, des doutes, ou une autre couche de manipulation ? « Pourquoi ne serais-je pas heureux ?» ai-je demandé prudemment. Elle s'est mordu la lèvre, jetant un coup d'œil dans le couloir vers la chambre qu'elle partageait avec Nicolas. Quand elle m'a regardé à nouveau, quelque chose a vacillé dans son expression. De la peur, du regret. « Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. J'avais juste besoin de te l'entendre dire. » Le bureau de Laurent Dubois ressemblait exactement à ce que j'imaginais pour un ancien agent de la DGSI. Des caméras partout,
des classeurs avec des serrures à code, et un homme qui m'a percé à jour en 3 secondes et a dit « On vous vole » par des gens que vous aimez. Je ne m'étais même pas encore assis. Laurent a désigné la chaise en face de son bureau, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Il avait la cinquantaine avancée, les cheveux gris coupés courts, façon militaire, avec le genre de présence qui impose le respect sans effort. Son bureau occupait le 3e étage d'un immeuble quelconque du centre de Lyon, délibérément banal de l'extérieur. À l'intérieur, la technologie bourdonnait discrètement. Équipement de surveillance, ordinateur crypté, appareil de communication que je ne reconnaissais pas. « Comment avez-vous su ?» ai-je demandé en m'asseyant dans le fauteuil. Laurent s'est calé en arrière, les doigts joints sous le menton. 23 ans dans les services. J'ai vu cette expression des milliers de fois. Le choc ne s'est pas encore dissipé, mais vous essayez d'être stratégique. Alors, dites-moi qui vous vole, combien, et depuis combien de temps ça dure. J'ai soutenu son regard directement. Ma fille et mon fils adoptif. Des millions d'euros. Au moins 3 ans, peut-être plus. Laurent n'a pas bronché, n'a montré aucune surprise. Il a simplement rapproché un bloc-notes et cliqué sur son stylo. « Dites-moi tout !» Je lui ai tendu la clé USB. Ceci contient 47 minutes d'aveux enregistrés. Ils ne savent pas que je l'ai. Laurent a inséré la clé dans son ordinateur, mis des écouteurs et écouté. J'ai observé son visage pendant que l'enregistrement passait. Le léger resserrement autour de ses yeux quand Nicolas a mentionné les conduites de frein. Le pincement de ses lèvres quand Camille a parlé de l'AirPad. Le regard perçant qu'il m'a lancé quand Nathalie Lefebvre a détaillé les comptes offshore. Quand c'était fini, Laurent a retiré les écouteurs et est resté silencieux un long moment. Puis il a commencé à écrire rapidement, remplissant des pages de notes. Faux mariage avec un acteur nommé Guillaume Mercier. Vrai nom probablement Antoine Morel. Connexion à Marseille. Transfert des fonds familiaux après le mariage. Activation de la procuration générale. Compte offshore en Suisse. Docteur Gérard Blanchard payé pour déclarer l'incapacité. EHPAD, les jardins d'automne. Tentative de meurtre précédente via sabotage des freins. Victime à Bordeaux nommée Laurence. Multiples complices. Il a levé les yeux. Ce n'est pas leur premier coup. Votre fils a déjà fait ça avant. Les mots ont frappé comme des coups physiques, même si je savais déjà que c'était vrai. Vous pouvez le prouver ? Laurent a hoché la tête lentement. Oui, mais ça prendra du temps et des ressources. Combien de temps ai-je ? J'ai répondu immédiatement. 3 semaines. Le mariage est prévu dans 21 jours. Les sourcils de Laurent se sont levés. Vous voulez attendre jusqu'au mariage ? Pourquoi ne pas les faire arrêter maintenant avec cet enregistrement ? Je me suis penché en avant, ma voix ferme avec la résolution qui s'était construite pendant une nuit blanche, parce que je veux que ma fille voie qui Nicolas est vraiment. Si je le fais arrêter maintenant, elle pensera que je suis le méchant qui détruit son bonheur. Si je l'expose publiquement au mariage avec des preuves irréfutables devant tous ceux à qui ils ont menti, elle devra affronter la vérité. Laurent m'a étudié pendant plusieurs secondes, puis a hoché la tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect. D'accord, voici ce qu'on fait. Première semaine. Vérification des antécédents. Vérification d'identité. Je confirmerai la vraie identité de Guillaume Mercier. J'enquêterai sur l'historique du docteur Blanchard et je creuserai les références de Nathalie Lefebvre. Deuxième semaine. Audit financier approfondi, surveillance de Nicolas, et je contacterai mes contacts à la police judiciaire pour voir s'il y a d'autres victimes. Troisième semaine. Construction du dossier juridique, préparation du jour du mariage et coordination avec les autorités pour les arrestations. Il a sorti une carte de visite de son tiroir. Je fais aussi venir Henri Moreau, le meilleur expert comptable judiciaire de la région. Si de l'argent a été déplacé, Henri trouvera où, quand et comment. J'ai hoché la tête, quel que soit le coût. Laurent a annoncé ses honoraires sans hésitation. 50 000 € pour mes services, Henri aura besoin de 30 000. On agit vite, on agit discrètement, et on documente tout pour les poursuites. J'ai écrit le chèque sans broncher. C'était l'avenir de ma famille, la chance de rédemption de ma fille. Laurent a empoché le chèque et s'est levé, tendant la main. On commence immédiatement. Première priorité, vérifier Guillaume Mercier. J'ai des contacts à Marseille qui peuvent l'identifier dans les 48 heures. Deuxièmement, le docteur Gérard Blanchard. Je vais sortir ses dossiers d'autorisation médicale, ses évaluations passées, toutes les plaintes déposées contre lui. Troisièmement, surveillance de Nicolas Renard. On doit connaître ses habitudes, ses contacts, ses déplacements. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un téléphone portable, le faisant glisser sur le bureau.
Téléphone jetable. Crypté. Seulement vous et moi avons le numéro. N'utilisez pas votre téléphone habituel pour quoi que ce soit lié à cette enquête. J'ai pris le téléphone, pesant sa signification. C'était réel maintenant. Officiel. Une enquête criminelle contre mes propres enfants. L'expression de Laurent s'est faite grave. Christian, vous avez mentionné que Nicolas a des plans de secours. Ça m'inquiète. Les gens avec des plans B sont dangereux quand ils sont acculés. Ils ont déjà essayé de vous tuer une fois. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Je sais. Les conduites de frein, il y a 6 mois, ce n'était pas un accident. Laurent a pris une décision rapidement. Je mets en place une surveillance de protection à partir d'aujourd'hui. Vous ne les verrez pas, mais mon équipe veillera. Si Nicolas devient soupçonneux et accélère son calendrier, on a besoin de vous vivants pour témoigner. Le poids de ces mots s'est posé sur la pièce. Mon fils avait essayé de m'assassiner une fois. S'il soupçonnait que je connaissais ses plans, il n'hésiterait pas à recommencer. Vivre avec des gens qui veulent vous mettre en EHPAD exigeait un type particulier de jeu d'acteur. Je souriais au petit déjeuner, discutais des fleurs du mariage au déjeuner. Et le soir, je passais en revue les preuves qui les détruiraient tous les deux. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Laurent Dubois. 3 jours de performance si épuisantes que le soir, je me reconnaissais à peine dans le miroir. L'homme qui me regardait avait maîtrisé la tromperie, portant la joie comme un masque tandis que la rage brûlait dessous. Chaque matin, je me rappelais, encore 18 jours. 18 jours à faire semblant, à hocher la tête au plan du mariage, à serrer la main de Nicolas sans lui briser les doigts. Le 3e jour a commencé comme les autres. Je suis descendu à 7h30 pour trouver Camille dans la cuisine, fredonnant en retournant des crêpes. La domesticité semblait surréaliste. Ma fille préparant le petit déjeuner tout en planifiant mon emprisonnement. Elle a levé les yeux avec un grand sourire. « Bonjour, papa. Plus que 18 jours. » « Tu te rends compte ?» Son excitation semblait sincère, ce qui rendait tout pire. Comment pouvait-elle sourire comme ça en complotant contre moi ? J'ai versé du café, forçant de l'enthousiasme dans ma voix. « Le temps file, ma chérie. Tu as finalisé les arrangements floraux ?» Elle s'est lancée dans les détails sur les roses contre les pivoines, les hauteurs de centre de table et les palettes de couleurs. J'ai hoché la tête de façon appropriée, posé des questions insignifiantes, et me suis demandé si une partie d'elle m'aimait encore. Nicolas nous a rejoints 10 minutes plus tard, impeccablement habillé. Il a embrassé la joue de Camille et m'a tapé l'épaule avec une fausse chaleur. « Christian, bonjour. Ce rendez-vous avec le docteur Blanchard, je l'ai fixé à vendredi, 14h. Ça te convient ?» Son ton était décontracté, mais j'ai perçu l'acier en dessous. Ce n'était pas vraiment une question. J'ai soutenu son regard par-dessus ma tasse de café, gardant mon expression reconnaissante. « Vendredi, c'est parfait, Nicolas. J'apprécie que tu t'occupes de ça. » Camille s'est retournée de la cuisinière, l'inquiétude traversant ses traits. « Papa, tu te sens bien ? Tu as l'air fatigué ces derniers temps ?» L'inquiétude dans sa voix semblait sincère. Peut-être que la culpabilité l'empêchait de dormir, elle aussi. J'ai balayé son inquiétude d'un geste. « Juste l'excitation du mariage, ma chérie. Beaucoup de choses en tête. » Nicolas sourit. Ce sourire travaillé. « Raison de plus pour ce bilan. On te veut en pleine forme pour accompagner Camille jusqu'à l'hôtel. » La manipulation était magistrale, présentant son piège comme de l'attention pour ma santé, pour mon rôle dans son mariage. Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau. Le téléphone crypté que Laurent m'avait donné a vibré précisément à 9h. Son message était bref. Consultez la messagerie sécurisée. Résultat en pièces jointes. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en me connectant au compte intraçable que Laurent avait créé. Les fichiers se sont chargés. Chaque document pelait une autre couche des mensonges soigneusement construits par Nicolas, révélant la pourriture en dessous. Le dossier de Guillaume Mercier est apparu en premier. Vrai nom, Antoine Morel, 34 ans, de Marseille. Casier judiciaire incluant fraude, usurpation d'identité et escroquerie. Il avait joué le rôle d'un avocat, d'un médecin, même d'un curé. Emploi actuel, acteur alloué pour des arnaques élaborées. Les relevés bancaires montraient un dépôt de 45 000 € d'une SAS remontant à Nicolas. Le fiancé de ma fille était un criminel professionnel engagé comme traiteur. Le dossier du docteur Gérard Blanchard était tout aussi accablant. Psychiatre agréé avec un historique de corruption. 3 cas précédents où ses évaluations de compétences avaient été contestées devant les tribunaux. Incomplètement annulé quand des preuves de diagnostic falsifiés contre rémunération avaient émergé. Son autorisation d'exercer ne tenait qu'à un fil.
multiples plaintes pour manquement à l'éthique au fil des années. Les relevés bancaires montraient un paiement de 100 000 € reçu il y a 2 semaines de la SAES de Nicolas. Il était payé pour me déclarer inapte. Le parcours de Nathalie Lefebvre révélait une destruction de carrière systématique par la corruption. Ancienne avocate, radiée du barreau de Paris pour violation éthique, y compris détournement de fonds de clients. Elle travaillait maintenant comme consultante parajuridique pour des gens opérant dans les zones grises. Elle avait reçu 50 000 € de Nicolas pour son expertise dans la construction du cadre légal de leur vol. Mais le dossier intitulé « Laurence Delacroix, victime de Bordeaux » m'a véritablement dévasté. Laurent l'avait retrouvée. Veuve fortunée, fin soixantaine, qui avait rencontré un jeune homme charmant se faisant appeler Mathieu Reynard. Il l'avait courtisée, avait gagné sa confiance, l'avait convaincu d'investir dans ses projets d'affaires. 400 000 € avaient disparu dans des comptes offshore avant qu'elle ne réalise la vérité. Elle était allée à la police, mais Mathieu Reynard s'était volatilisé. La photographie que Laurent avait incluse montrait une coiffure légèrement différente, une barbe taillée avec soin, mais les yeux étaient indéniables. Nicolas Renard, Mathieu Reynard. Combien de noms avait-il utilisés? Combien de personnes avait-il détruites? Je me suis calé en arrière, les fichiers devenant flous devant mes yeux. 24 ans. J'avais élevé Nicolas pendant 24 ans, sans jamais soupçonner le prédateur que j'avais accueilli dans ma maison. Elisabeth et moi lui avions tout donné, éducation, opportunité, amour, et voilà comment il nous remerciait. Un coup à la porte du bureau m'a fait sursauter. J'ai rapidement minimisé les fichiers et lancé « Entrez !» Nicolas est entré, son expression amicale, mais ses yeux calculateurs. « Christian, tu as 1 minute ? Je voulais discuter des tests cognitifs que le docteur Blanchard pourrait faire vendredi, juste pour que tu sois préparé et pas anxieux. » J'ai désigné la chaise en face de mon bureau, forçant un sourire reconnaissant. « Bien sûr, Nicolas, comme tu veux. » Nicolas s'est installé confortablement, croisant une jambe sur l'autre. Il avait l'air parfaitement à l'aise, comme un fils dévoué aidant son père vieillissant. Son sourire était chaleureux en se penchant vers moi. C'est ce que fait la famille, Christian. On prend soin les uns des autres. La femme à l'autre bout du fil a dit « Monsieur Beaumont, je m'appelle Laurence Delacroix. Laurent Dubois m'a dit que vous enquêtez sur Nicolas Renard. Je veux aider, parce qu'il a détruit ma vie aussi. » Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait survécu à la dévastation et en était ressorti endurci. J'ai serré le téléphone crypté plus fort, la porte de mon bureau verrouillée. Laurent m'avait prévenu qu'il contactait les victimes précédentes de Nicolas, mais entendre la voix de Laurence rendait tout viscéralement réel. Mon fils, l'homme que j'avais élevé, était un prédateur en série. « Madame Delacroix, merci d'appeler. J'aimerais entendre votre histoire directement. » Laurence a pris une inspiration, se préparant. « Il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme nommé Mathieu Reynard lors d'un gala de charité à Bordeaux. Je venais de perdre mon mari d'un cancer 6 mois plus tôt. Mathieu était charmant, attentionné, compréhensif. Il semblait savoir exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Le schéma émergeait déjà, d'une familiarité glaçante. Nous nous sommes fréquentés pendant 3 mois. Il m'a demandé en mariage. J'étais reconnaissante de me sentir vivante à nouveau. Il disait qu'il lançait une entreprise technologique, qu'il avait besoin de capitaux pour investir. Je lui faisais entièrement confiance. En 2 mois, j'ai transféré 400 000 € sur des comptes qu'il contrôlait. Puis, 3 jours avant notre mariage, il a disparu. Téléphone coupé, appartement vidé, Mathieu Reynard n'existait pas. Ma poitrine s'est serrée. Je suis tellement désolé. Le rire de Laurence était amer. Je suis allé à la police. Ils étaient très compatissants, mais on dit que sans preuve de sa véritable identité, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient me faire. L'argent est parti offshore, intraçable. J'ai fermé les yeux brièvement. Il fait la même chose à ma fille. Il utilise le deuil de notre famille. La voix de Laurence s'est aiguisée. « Votre femme est décédée ?» J'ai confirmé. « Il y a 2 ans. Elisabeth. » Nicolas s'est rapproché de Camille presque immédiatement après. Laurence a parlé avec une intensité tranquille. Laurent a mentionné que vous aviez des preuves. Est-ce que ça aiderait si je pouvais identifier Nicolas Renard comme étant Mathieu Reynard? Mon pouls s'est accéléré. Vous avez des preuves? Son ton est devenu triomphant. J'ai des photographies, des reçus de virement avec ses signatures et un contrat de salle de réception d'un hôtel de Bordeaux. J'ai tout gardé, espérant pouvoir un jour les utiliser contre lui. En quelques minutes, Laurent avait organisé une vidéoconférence sécurisée. Laurence Delacroix est apparue sur mon écran.
Une femme digne, fin soixantaine, cheveux argentés coiffés avec élégance, regard perçant de détermination. Elle a brandi une photographie. Même à travers l'écran, j'ai reconnu Nicolas. Un style différent, des lunettes, une barbe soigneusement taillée, mais indéniablement lui. Me voici Mathieu Reynard, prise à notre soirée de fiançailles il y a 18 mois. Elle a montré des reçus de virements bancaires, chacun signé de l'écriture distinctive de Nicolas, mais sous le nom de Mathieu Reynard, puis un contrat d'un hôtel de Bordeaux, pour une réception de mariage signée par Laurence Delacroix et Mathieu Reynard. Les preuves étaient irréfutables. Nicolas avait ciblé Laurence avec la même précision calculée qu'il utilisait maintenant sur notre famille. La réalisation m'a frappé. Il avait utilisé l'argent de mon entreprise pour financer ses voyages à Bordeaux, tous ces voyages d'affaires dont j'avais approuvé les frais. Il avait courtisé Laurence, lui volé son argent, tout en me volant simultanément. Madame Delacroix, ai-je dit prudemment. Nicolas cible des personnes fortunées qui viennent de perdre quelqu'un qu'elles aimaient, en deuil et vulnérables. Laurence a hoché la tête, comprenant. Votre fille a perdu sa mère. Il exploite son deuil. J'ai pensé à Camille. Comment Nicolas avait été là constamment après les funérailles d'Élisabeth, la soutenant, la consolant, l'isolant progressivement de ses amis. Ma fille n'en était pas une criminelle consentante. Elle était une victime qu'il avait manipulée jusqu'à en faire sa complice. « Que puis-je faire pour aider ?» a demandé Laurence. J'ai pris une décision qui allait soit sauver ma famille, soit tous nous condamner. Dans 16 jours, il y aura un mariage. 300 invités. Nicolas est censé épouser ma fille pour accéder à son héritage. Je veux l'exposer publiquement, le confronter avec la vérité sur Mathieu Reynard. Seriez-vous prête à venir ? Laurence n'a pas hésité. J'y serai. J'attends depuis 2 ans de voir ce salaud faire face aux conséquences. Le soulagement m'a envahi. Merci. Laurent coordonnera les détails. Après que Laurence se soit déconnectée, le visage de Laurent est resté à l'écran. Son expression était sombre. Christian, il y a autre chose. La planification du vol de votre famille a commencé il y a 3 ans, juste après la mort d'Élisabeth. Les mots ont frappé comme un coup physique. Il a utilisé la mort de ma femme comme point de départ. Laurent a hoché la tête lentement. Il a identifié votre famille comme cible pendant que vous étiez en deuil. Mais il y a plus. J'ai du mal à vérifier le passé de Nicolas Renard avant qu'il n'arrive chez vous à 15 ans. C'est comme s'il n'existait pas. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? La voix de Laurent était mesurée mais sérieuse. Je dis que Nicolas Renard est peut-être une identité complètement fabriquée. On ne connaît peut-être même pas son vrai nom. Henri Moreau a étalé 40 pages de relevés bancaires sur la table de conférence et a dit « Monsieur Beaumont, votre fils vous vole depuis 36 mois. Le total s'élève à 2 117 450 €. Et ce n'est que ce que j'ai trouvé jusqu'ici. » Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Je savais que Nicolas volait. J'avais entendu parler de millions sur l'enregistrement. Mais voir le montant précis documenté, détaillé, indéniable, rendait tout dévastateusement réel. Laurent Dubois était assis à côté de moi dans le bureau d'Henri au centre de Lyon, son expression sombre, tandis que l'expert comptable judiciaire poursuivait sa présentation. Dehors, la ville poursuivait son rythme normal de mardi après-midi, inconsciente de la dévastation financière qui se dévoilait dans cette salle de conférence. Henri Moreau était exactement ce que Laurent avait promis, méthodique, minutieux et implacable. La cinquantaine avancée, lunettes cerclées de métal et l'attitude d'un chirurgien. Il avait passé 8 jours à disséquer 3 ans de registres financiers du groupe Beaumont, mes comptes personnels, les documents de la SCI familiale et les portefeuilles d'investissement. Les résultats étaient catastrophiques. « Permettez-moi de vous expliquer la méthodologie », a dit Henri en tournant la page vers un tableur à code couleur qui ressemblait à une carte routière de la trahison. Votre fils a employé 4 mécanismes principaux de vol, chacun conçu pour éviter de déclencher les alertes d'audit. Il a pointé la première colonne surlignée en rouge. Fausse facture de fournisseurs. Nicolas a créé des sociétés écrans, NRS Conseil, Stone Management, Beaumont Advisory Services, tous des noms qui sonnent légitimes. Il soumettait des factures pour des services jamais rendus. Total de cette méthode, 790 000 €. J'ai fixé les chiffres, les mains crispées sous la table. Ces noms d'entreprise, j'avais approuvé ces paiements moi-même, faisant confiance aux explications de Nicolas sur les consultants en développement commercial et les conseillers stratégiques. Chaque signature que j'avais apposée avait été un clou de plus dans mon propre cercueil. Henri a continué en pointant la colonne jaune.
Note de frais frauduleuses. Voyages d'affaires qui n'ont jamais eu lieu, dîners clients dans des restaurants qui n'existent pas, inscriptions à des conférences où il ne s'est jamais rendu. Il était remarquablement créatif, mélangeant les vraies dépenses avec les fausses pour éviter la détection. Total, 340 000 euros. Ses voyages à Bordeaux pour courtiser Laurence Delacroix, ses voyages à Marseille pour engager Antoine Morel, tous financés avec mon argent, documentés comme des frais professionnels légitimes. La colonne verte est devenue ensuite transfert direct vers des sociétés écrans, c'est-à-dire des mouvements plus importants déguisés en opportunités d'investissement ou acquisition commerciale. L'argent transitait par de multiples comptes intermédiaires avant d'atterrir en Suisse. Total, 510 000 euros. Le doigt d'Henri s'est déplacé vers la dernière colonne marquée en bleu. Détournement de la SCI familiale et de l'assurance vie. C'était le plus sophistiqué. Nicolas a fait créer par Nathalie Lefebvre des documents légaux, lui donnant une procuration limitée sur certains comptes. Il retirait systématiquement des fonds, restant toujours juste en dessous du seuil qui aurait nécessité l'approbation du Conseil. Total, 477 000 euros. La pièce tournait légèrement. Henri m'a regardé avec quelque chose comme de la compassion. « Monsieur Beaumont, le total documenté du vol est de 17 450 euros. Et je crois qu'il y en a plus que je n'ai pas encore trouvé. » Laurent s'est penché en avant. Où est allé l'argent? Henri a sorti un autre document, celui-ci montrant un réseau complexe de comptes et de transferts. Au final, en Suisse, plusieurs comptes, mais ils convergent vers une destination principale. Il a surligné un nom qui a fait se glacer mon sang. C'est Beaumont-Mercier. Camille Beaumont-Mercier, ai-je murmuré. Henri a hoché la tête. Mercier est vraisemblablement le nom marital qu'elle utilisera après le mariage. Le compte a été ouvert il y a 6 mois avec Nicolas Renard et Camille Beaumont comme co-signataires. Cependant, il a sorti un autre document. Il y a une autorisation secondaire qui permettrait à Nicolas de déplacer des fonds sans l'approbation de Camille après une période de 30 jours suivant le mariage. La mâchoire de Laurent s'est crispée. Il a toujours prévu de l'évincer. Je me suis senti nauséeux. Ma fille pensait qu'elle était partenaire de Nicolas, mais il prévoyait de la voler elle aussi, la laissant faire face aux conséquences pendant qu'il disparaissait avec tout. Henri n'avait pas fini. Il a sorti un autre dossier, celui-ci beaucoup plus mince. Durant mon enquête, j'ai trouvé des retraits en espèces intéressants. Un en particulier a attiré mon attention. Il m'a montré un bordereau de banque. 15 000 euros en liquide retirés par Nicolas à la date exacte, il y a 6 mois, où les conduites de frein de ma voiture avaient lâché. J'ai croisé ceci avec des recherches que Laurent a fournies. Il y a un mécanicien nommé A. Rodriguez qui a déposé 15 000 euros en liquide le lendemain de votre accident. Il a depuis disparu, parti au Maroc, sans adresse de réexpédition. Les implications étaient claires. Nicolas avait payé quelqu'un pour saboter ma voiture, pour m'assassiner. Les preuves s'accumulaient, chaque pièce plus accablante que la précédente. Henri a continué en feuilletant d'autres documents. J'ai aussi trouvé quelque chose de troublant dans la catégorie des dépenses personnelles. Nicolas a soumis des factures pour les séances de thérapie psychologique de Camille. Accompagnement du deuil après le décès de votre femme. Sauf que j'ai contacté le cabinet du thérapeute. Camille a assisté à 3 séances au total. Pas les 47 que Nicolas a facturées. Il a empoché environ 18 000 euros en exploitant le deuil de sa sœur. La douleur de ma fille monétisée. Nicolas avait trouvé un moyen de profiter même du deuil de Camille. La cruauté était stupéfiante. Laurent a pris la parole. « Henri, et le plan de fuite ?» L'expression d'Henri s'est assombrie. C'est là que ça devient intéressant. J'ai trouvé des réservations de vol. Un aller simple pour Genève, départ 2 jours après le mariage. Il a marqué une pause pour l'effet. Un seul billet. Pas 2. Juste Nicolas. J'ai fermé les yeux. Camille n'avait aucune idée. Elle pensait qu'ils étaient des partenaires planifiant un avenir ensemble. Nicolas prévoyait de l'abandonner immédiatement après le mariage, la laissant faire face à des poursuites fédérales seule pendant qu'il disparaissait avec des millions. Laurent a sorti son téléphone. J'ai été en contact avec le commandant Morgane Vidal de l'OCRGDF. Elle construit un dossier contre Nicolas pour fraude internationale. Avec vos preuves et le témoignage de Laurence Delacroix, on a assez pour geler les comptes suisses. J'ai relevé la tête brusquement. Quand ? Le sourire de Laurent était sombre. Le matin du mariage. Les comptes seront gelés avant que Nicolas puisse transférer 1 seul euro. Il sera piégé. Henri a brandi un dernier document.
Il y a encore une chose. J'ai trouvé un autre compte, celui-ci à Dubaï. 3,2 millions d'euros. Le chiffre était stupéfiant. Dubaï ? D'où vient cet argent ? Henri a secoué la tête lentement. Je ne sais pas encore. Ce n'est pas de vos comptes ? Ce qui signifie que Nicolas a d'autres victimes qu'on n'a pas identifiées. C'est plus gros qu'on ne le pensait. Avant que je puisse assimiler cette révélation, le téléphone de Laurent a vibré. Il a regardé l'écran, son expression virant à l'alarme. C'est mon équipe de surveillance. Il a répondu, écouté pendant 30 secondes, puis m'a regardé avec inquiétude. Christian, Nicolas est dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville. Mon équipe dit qu'il déplace des cartons, des documents, du matériel informatique, de grosses sommes en liquide. Il se prépare à fuir. Mon cœur s'est emballé. Le mariage est encore dans 13 jours. Pourquoi fuirait-il maintenant ? Laurent s'est levé, se dirigeant déjà vers la porte. Soit il est devenu soupçonneux, soit il accélère son calendrier. Dans les deux cas, on doit agir vite. Les photos de surveillance montraient mon fils chargeant des cartons dans un garde-meuble à minuit. Les mots suivants de Laurent m'ont glacé le sang. Christian, il ne se prépare pas seulement à fuir, il se prépare à disparaître complètement. Nous étions dans le bureau de Laurent à 2h du matin, la ville sombre au-delà des fenêtres. Son équipe de surveillance suivait Nicolas depuis 6 jours, documentant ses déplacements, photographiant ses rencontres, interceptant ses communications. Les preuves s'étalaient sur le bureau de Laurent. Photos imprimées, messages transcrits, journaux de géolocalisation, chaque pièce révélant une autre couche de la trahison de Nicolas. Laurent a poussé le premier lot de photos vers moi. Celles-ci ont été prises il y a 3 jours. Bordeaux, parking souterrain du centre commercial. J'ai pris la photo du dessus, et le monde a basculé. Nicolas pressé contre une voiture, embrassant Nathalie Lefebvre. Pas une bise amicale, pas une salutation professionnelle, un baiser profond, passionné, entre amants. L'horodatage indiquait 23h47. J'ai vérifié mon agenda. Il y a 3 jours, Nicolas avait dit à Camille qu'il assistait à un dîner d'affaires à Bordeaux. Elle avait souri, l'avait embrassé sur la joue, lui avait dit de conduire prudemment. Laurent a disposé plus de photos en séquence chronologique. Nicolas et Nathalie entrant ensemble dans un hôtel, repartant séparément 2 heures plus tard, se retrouvant dans un café, assis proches, se tenant la main à travers la table. Une autre photo les montrait dans un restaurant, Nathalie riant de quelque chose que Nicolas avait dit, sa main posée de façon possessive sur son genou. « Depuis combien de temps ça dure ?» ai-je demandé, ma voix creuse. Laurent a consulté ses notes. D'après les relevés de cartes bancaires et les reçus d'hôtel, au moins 18 mois, ils se voient 2 fois par semaine, généralement à l'auberge du lac, un petit hôtel en périphérie de la ville où personne ne les reconnaîtrait. 18 mois. Pendant que Nicolas était soi-disant fiancé à Camille, aidant ma fille à traverser son deuil, pendant qu'il planifiait un avenir avec elle, il couchait avec sa demoiselle d'honneur. La cruauté était stupéfiante. Laurent a affiché une autre série de photographies sur son ordinateur portable. Ceci date d'hier soir, le garde-meuble. Les images montraient Nicolas arrivant à 23h30 dans une voiture de location, pas son véhicule habituel. Il a ouvert le box 247 et a commencé à charger des cartons à l'intérieur. Laurent a zoomé sur une photo. À l'intérieur du box, clairement visible, il y avait des liasses de billets, plusieurs ordinateurs portables et plusieurs passeports étalés sur une table. Vous pouvez améliorer ça ? J'ai pointé les passeports. Laurent a cliqué sur plusieurs filtres jusqu'à ce que l'image devienne plus nette. La photo du passeport était Nicolas, mais le nom indiquait Robert Mercier. Un autre montrait Michel Martin. Un troisième, David Renard. Il a au moins 3 identités complètes prêtes, a dit Laurent. Passeport, permis de conduire, carte bancaire, acte de naissance. Ce ne sont pas des faux bon marché. Ce sont des documents professionnels. Ils lui ont probablement coûté 50 000 € chacun. J'ai fixé l'écran. Nicolas planifiait cela depuis des années, construisant des échappatoires, créant des identités de repli. Ce n'était pas un vol opportuniste. C'était une opération méticuleusement orchestrée. Laurent a ouvert un autre fichier. « Christian, on a intercepté des SMS entre Nicolas et Nathalie. Je vous préviens, ils sont difficiles à lire. » Il m'a tendu les transcriptions imprimées. Je me suis forcé à regarder. Nicolas, 2h34. Camille a encore posé des questions sur la lune de miel. Je lui ai dit Bali, l'idiote m'a cru. Nathalie, 2h36. Lol, elle croit vraiment que tu vas l'épouser. Nicolas, 2h37. Elle comprendra quand la police débarquera. D'ici là, on sera à Dubaï. Nathalie, 2h39.
Et si elle parle? Si elle négocie un accord? Nicolas, 2h41. Qu'elle parle. Elle a tout signé, transféré l'argent. Légalement, elle est aussi coupable. On a fait exprès. Tu te souviens? Nathalie, 2h43. T'es brillant! Elle prend la chute, on prend l'argent. Nicolas, 2h45. C'est à ça que servent les pions, bébé. Mes mains tremblaient, si violemment que j'ai failli lâcher les papiers. Laurent m'observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué à lire. Nathalie, hier, 20h15, Blanchard a fini les papiers d'évaluation cognitive. Signe de démence, recommande un placement immédiat. Nicolas, 20h17. Parfait. Les jardins d'automne ont la chambre de prête. Nathalie, 20h18. Confirmé. Une fois qu'il sera déclaré inapte, tu as le contrôle total. Nicolas, 20h20. Le vieux m'a facilité la tâche, me fait complètement confiance, comme Camille. Nathalie, 20h22. On part quand? Nicolas, 20h24. 2 jours après le mariage. Vol pour Genève, puis correspondance pour Dubaï. J'ai réservé sous les identités Martin et Mercier. Nathalie, 20h26. Les 2 billets, tu ne prends pas de risque. Nicolas, 20h28. Pas de risque, pas de traces, pas de Camille. J'ai posé les papiers, incapable d'en lire plus. Laurent m'observait attentivement. Camille est au courant pour Nathalie? Laurent a secoué la tête. Aucun signe qu'elle soupçonne quoi que ce soit. Nicolas a été prudent. Pas de démonstration publique, pas d'emploi du temps qui se chevauche et qui soulèverait des questions. Pour Camille, Nathalie est juste sa demoiselle d'honneur loyale. Laurent a sorti une autre photographie. Nicolas et Nathalie à la terrasse d'un café, tous les deux riant. L'horodatage montré hier, quelques heures seulement après que Nicolas avait dit à Camille qu'il l'aimait, l'avait embrassée pour lui souhaiter bonne nuit, lui avait promis un bel avenir ensemble. Sur la photo, l'expression de Nicolas était détendue, heureuse, parfaitement à l'aise. C'était son vrai visage. Pas le frère dévoué, pas le fils concerné, mais un prédateur célébrant une chasse réussie. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a demandé Laurent calmement. « On a assez de preuves maintenant. On pourrait l'arrêter ce soir, geler les comptes et mettre fin à tout ça immédiatement. » J'ai fixé la photographie un long moment. Une partie de moi voulait exactement ça. Voulait Nicolas menotter, voulait que ce cauchemar soit terminé. Mais une autre partie, celle qui aimait encore ma fille malgré tout, savait qu'une arrestation immédiate ne la sauverait pas. Elle croirait qu'il est la victime, que j'ai détruit son bonheur. Elle le défendrait, se parjurerait peut-être en essayant de le protéger. « Non !» ai-je dit finalement. « On s'en tient au plan, on laisse les choses se dérouler jusqu'au mariage. » Laurent avait l'air inquiet. « Christian, il est dangereux. S'il soupçonne qu'on le surveille... » Je l'ai coupé. Ma voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Alors on s'assure qu'il ne soupçonne rien. Encore 4 jours de comédie. Et ce jour-là, au mariage, devant 300 témoins, Camille verra exactement quel genre de monstre elle protégeait. Laissez-la le voir embrasser Nathalie. Laissez-la entendre parler du plan de fuite qui ne l'incluait pas. Laissez-la tout voir. Laurent a étudié mon visage, puis a hoché la tête lentement. D'accord. Mais Christian, quand ça arrivera, ça va la détruire. J'ai regardé la photo encore une fois. Le sourire de Nicolas, la main de Nathalie sur son bras. Nicolas l'a déjà détruite. Je m'assure juste qu'elle y survive. Camille est apparue à la porte de mon bureau à minuit, les larmes coulant sur son visage. Elle a dit « Papa, on peut parler? J'ai des doutes sur ce mariage. » Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait avouer. Pendant un instant, j'ai espéré pouvoir lui pardonner. Elle se tenait dans l'embrasure, portant un vieux sweatshirt de fac, paraissant plus jeune que ses 26 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière négligemment, ses yeux rouges et gonflés. Elle serrait un mouchoir dans une main, le tordant nerveusement. « Entre, ma chérie », ai-je dit en fermant rapidement mon ordinateur portable. L'écran affichait des photos de surveillance de Nicolas et Nathalie. Mais Camille ne pouvait pas voir ça maintenant. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle s'est assise lourdement, de nouvelles larmes débordant. Je n'arrête pas de penser à maman. Est-ce qu'elle serait fière de moi? Est-ce qu'elle approuverait ce mariage? Nicolas, tout ça? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et quelque chose dans ma poitrine s'est tordu douloureusement. C'était ma fille, la vraie Camille, sous la manipulation, essayant de percer. J'ai contourné le bureau et tiré une chaise à côté d'elle, assez près pour lui prendre la main. Elle était froide, tremblante. Ta mère t'aimait plus que tout au monde.
Elle voudrait que tu sois heureuse, vraiment heureuse, pas juste en train de faire semblant. Elle m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu du conflit, de la culpabilité, de la terreur. Papa, j'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était ça. Le moment de vérité. Bien sûr, toujours. Camille a pris une inspiration tremblante. Est-ce que tu es heureux de ce mariage, de Nicolas qui fait partie de notre famille ? La question flottait entre nous, lourde d'implications. J'ai choisi mes mots avec précaution. Ce qui compte, c'est si toi tu es heureuse, ma chérie. Est-ce que tu l'es ? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Les larmes coulaient plus vite maintenant. Je ne sais pas si je... Elle s'est arrêtée, luttant avec des mots qui ne voulaient pas venir. Je me suis penché en avant, serrant sa main. « Camille, quoi que tu aies besoin de me dire, tu peux. Je suis ton père. Rien ne change ça. » Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu qu'elle était au bord de l'aveu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, les mots se formant. Mais avant qu'elle ne puisse parler, des pas ont résonné dans le couloir. Nicolas est apparu dans l'embrasure, portant un bas de pyjama et une expression inquiète. « Camille, bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Je me suis réveillé et tu n'étais plus là. » Ses yeux ont glissé vers moi, évaluant, calculant. Avait-il écouté ? Tout le comportement de Camille a changé. La vulnérabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Elle a retiré sa main de la mienne et s'est levée. Rien, juste le trac d'avant le mariage. Papa m'aidait à me calmer. Nicolas est entré dans la pièce, posant une main possessive sur son épaule. « Viens te recoucher, ma chérie. Tu as besoin de repos. Grande semaine devant nous. » Camille a jeté un regard en arrière vers moi, et l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu du désespoir dans son expression. Puis Nicolas l'a guidée vers la porte, sa main ferme dans son dos. Et elle est partie volontairement. En partant, je l'ai entendu murmurer « Rappelle-toi ce dont on a parlé. Reste concentré. » On y est presque. Ne gâche pas tout maintenant. La porte s'est fermée. Je suis resté assis seul, les mains tremblantes de frustration et de chagrin. Elle avait été si proche de me dire, si proche de choisir le bon chemin, et Nicolas l'avait arrêtée, réaffirmant son contrôle en quelques mots. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'ancienne chambre de Camille. Nous l'avions gardée pratiquement inchangée, mur lavande pâle, vieille étagère garnie de romans et de trophées, panneaux de liège couverts de photos. J'ai allumé la lampe et regardé les images. Camille, à 7 ans, brandissant un trophée de foot. Camille, à 12 ans, avec Elisabeth, toutes deux riant. Camille, à 16 ans, dans sa robe de bal. Et une de nous 4, moi, Elisabeth, Camille et Nicolas, à la remise des diplômes de Nicolas. Nous avions l'air d'une famille parfaite. J'ai décroché cette photo du panneau et étudié le visage de Nicolas. Même à l'époque, à 18 ans, il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux que j'avais manqué. Depuis combien de temps planifiait-il ça ? Nous avait-il jamais aimés ? J'ai pris une décision à ce moment-là. J'exposerai Nicolas de la façon la plus cruelle, la plus publique possible. Pas pour me venger, même si Dieu sait que je la voulais, mais parce que c'était la seule façon de sauver Camille. Elle avait besoin de le voir tel qu'il était vraiment, d'avoir les écailles arrachées de ses yeux si violemment qu'elle ne pourrait jamais nier la vérité. De retour dans mon bureau, j'ai sorti une grande enveloppe Kraft et commencé à assembler les documents. Premièrement, les papiers de déshéritement, déjà signés par mon avocat. Deuxièmement, les mandats d'arrêt préparés par le commandant Morgan Vidal, n'attendant que mon signal. Troisièmement, les photos de surveillance de Nicolas et Nathalie s'embrassant, s'étreignant, planifiant leur fuite. Quatrièmement, les rapports d'expertise comptable montrant chaque euro volé. Cinquièmement, les preuves du sabotage des conduites de frein. Sixièmement, le témoignage sous serment de Laurence Delacroix identifiant Nicolas comme Mathieu Reynard. Puis, j'ai écrit une lettre. Ma main a tremblé en formant les mots. « Camille, quand tu liras ceci, tu connaîtras la vérité sur Nicolas Renard. Je te donne un choix. Coopère avec la police. Témoigne contre Nicolas. Accepte la mise à l'épreuve. Ou reste loyal envers lui et fais face aux poursuites judiciaires. Cela pourrait signifier 20 ans de prison. Choisis judicieusement. Choisis pour toi, pas pour lui. Je t'aime pour toujours. Papa, j'ai tout scellé dans l'enveloppe et l'ai étiqueté. Pour Camille Beaumont. À ouvrir après les arrestations. Laurent a appelé à 1h30.
Christian, c'est confirmé. Les comptes suisses seront gelés à 8 heures le jour du mariage. Au moment où Nicolas essaiera d'y accéder, il aura un message d'erreur. Il sera piégé. J'ai fermé les yeux, ressentant une sombre satisfaction. Bien. Et la police ? La voix de Laurent s'est faite prudente. C'est pour ça que j'appelle. Le commandant Vidal veut arrêter Nicolas immédiatement. Elle dit qu'il est trop dangereux, trop susceptible de fuir. Elle pousse fort pour des arrestations mercredi, 4 jours avant le mariage. Ma mâchoire s'est crispée. Non. Dites-lui qu'on s'en tient au plan. Le jour du mariage, l'exposition publique. Christian, elle s'inquiète pour votre sécurité. Nicolas a déjà essayé de vous tuer une fois. S'il sent le piège, je l'ai coupé, ma voix dure comme l'acier. Alors on s'assure qu'il ne sent rien. Encore 4 jours de comédie. Et puis, devant tous ceux qu'il a trompés, Nicolas Renard fera enfin face à la justice. Dites au commandant Vidal que c'est non négociable. Laurent est resté silencieux un long moment. D'accord, mais vous prenez un sacré risque. J'ai regardé l'enveloppe contenant l'avenir de ma fille. Je prends le seul risque qui pourrait la sauver. Le commandant Morgan Vidal a étalé des photos de scènes de crime sur la table de conférence et a dit « Monsieur Beaumont, Nicolas Renard est un criminel professionnel. On l'a relié à 3 autres affaires de fraude, 2 tentatives de meurtre et un décès suspect. » La salle de conférence de l'OCRGDF était stérile et froide, les néons bourdonnant au-dessus de nos têtes. Morgan Vidal était assise en face de moi, flanqué de 2 autres enquêteurs. Laurent Dubois était assis à ma droite, son expression grave. On m'avait convoqué après que mon insistance pour attendre les arrestations du jour du mariage avait atteint l'attention du service. Le commandant Vidal voulait me faire changer d'avis. Elle avait la quarantaine, le regard perçant et sans détour, avec l'allure de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité. Elle a tapé sur une des photos. Voici ce à quoi on a affaire. Pas un voleur opportuniste, mais un prédateur qui a perfectionné son art depuis plus d'1 décennie. Je me suis forcé à regarder les photos. Scènes de crime, documents judiciaires, photos d'identité de Nicolas sous différents noms. Chaque image était un coup de marteau sur ce qui restait de mes illusions paternelles. Le commandant Vidal a sorti un dossier. Chef d'inculpation. On est prêt à déposer escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, abus de faiblesse sur personnes vulnérables, tentative de meurtre, usurpation d'identité, recel de biens volés. S'il est reconnu coupable de tous les chefs, Nicolas Renard risque de 20 à 30 ans de prison, peut-être plus. Laurent s'est penché en avant. Et les autres affaires que vous avez mentionnées ? Vidal a ouvert un autre dossier. 2015, Strasbourg. Nicolas, utilisant le nom de David Sterling, a ciblé une veuve fortunée nommée Marguerite Chen. En 6 mois, il l'a convaincue d'investir 800 000 € dans un faux projet immobilier. Quand elle a commencé à poser des questions, elle est morte d'une chute dans l'escalier de sa cave. Mon estomac s'est retourné. « Vous pensez qu'il l'a tuée ?» L'expression de Vidal était soigneusement neutre. La police locale a conclu à un accident, mais la fille de Madame Chen a insisté sur le fait que sa mère avait une peur panique des caves, qu'elle n'y descendait jamais seule. Le médecin légiste a noté des ecchymoses incompatibles avec une simple chute. Aucune charge n'a été retenue, preuve insuffisante. Mais David Sterling a disparu le lendemain des funérailles, et les 800 000 € n'ont jamais été retrouvés. Elle a sorti un autre dossier. 2017-2018, Toulouse. Nicolas opérait sous le nom de Jacques Carpentier, se liant d'amitié avec l'homme d'affaires Robert Poulain. Même schéma, gagner la confiance, manipuler les finances, détourner 2 millions d'euros. Quand Poulain a découvert le vol et menacé de porter plainte, les conduites de frein de sa voiture ont lâché sur une route de montagne dans les Pyrénées. J'ai agrippé le bord de la table, comme les miennes. Vidal a hoché la tête, exactement comme les vôtres. Poulain a survécu, mais a été gravement blessé. Il n'a pas pu identifier qui avait trafiqué son véhicule. Jacques Carpentier a disparu avant que la police puisse l'interroger. On n'a pas fait le lien entre ces affaires avant que Laurent ne nous apporte vos preuves. Un autre enquêteur a pris la parole, plus jeune, avec une tablette. On a identifié de possibles victimes à Nantes, Lille et Marseille. On rassemble encore les preuves, mais le schéma est cohérent. Nicolas cible des personnes fortunées, souvent en deuil récent, établit des relations, vole systématiquement, puis disparaît. Quand les victimes s'approchent trop de la vérité, il passe à la violence. L'ampleur était stupéfiante. Nicolas n'était pas juste un escroc.
C'était un prédateur en série, opérant à travers le pays depuis des années. Et je l'avais accueilli dans ma maison à 15 ans, lui avais donné mon nom, l'avais élevé comme mon fils. Vidal s'est calé en arrière, m'étudiant. Monsieur Beaumont, c'est pourquoi on veut l'arrêter immédiatement. Nicolas Renard est dangereux. Plus on attend, plus le risque qu'il sente le piège et fuit, ou fasse quelque chose de désespéré, est grand. J'ai soutenu son regard fermement. Commandant Vidal, je comprends votre inquiétude, mais ma fille fait aussi face à des accusations. Si on arrête Nicolas maintenant, elle croira qu'il est la victime, que j'ai détruit son bonheur. Elle le défendra, se parjurera peut-être en essayant de le protéger. Vidal s'est légèrement adouci. Je compatis, mais on ne peut pas risquer... Je l'ai coupé, la voix ferme. Si on l'expose au mariage, avec 300 témoins, avec Laurence Delacroix qui témoigne, avec les preuves photographiques de sa liaison avec Nathalie Lefebvre, Camille sera obligée de faire face à la réalité. C'est sa seule chance de coopérer plutôt que d'obstruer. Laurent a ajouté son soutien. Morgane, on a une surveillance permanente sur Nicolas. S'il fait le moindre mouvement pour fuir, on procède aux arrestations immédiatement. Mais Christian a raison. Cette exposition publique est la meilleure chance de Camille. Vidal a échangé des regards avec ses collègues, puis a soupiré. D'accord, on attend. Mais au moment où Nicolas montre des signes de fuite, on intervient. D'accord. J'ai hoché la tête. Elle a sorti des documents officiels. Les mandats d'arrêt sont signés et prêts pour Nicolas Renard, Nathalie Lefebvre et le docteur Gérard Blanchard. L'exécution est prévue pour samedi, 12h05, à l'église Saint-Jean, immédiatement après votre interruption de la cérémonie. On aura des agents positionnés dans tout le lieu, en civil. Vous donnerez un signal, et on intervient. Le poids de ce que j'orchestrais s'est posé sur moi. Dans 4 jours, je détruirai mon fils de la façon la plus publique imaginable. Mais c'était la seule façon de sauver ma fille. La voix de Vidal s'est faite grave. « Monsieur Beaumont, comprenez bien ceci. Nicolas a déjà tué, ou s'en est approché. S'il se sent acculé avant samedi, il devient extrêmement dangereux. Faites attention à vous. » La semaine du mariage est arrivée comme une tempête. Pendant 3 semaines, j'avais observé. Nicolas Renard jouait le frère dévoué avec une précision digne d'un Oscar. Chaque sourire ressemblait à un couteau. Le vendredi matin, veille du mariage, a commencé avec la répétition à l'église Saint-Jean. J'ai conduit seul, les mains fermes malgré le chaos dans mon esprit. Le lendemain, à la même heure, tout serait fini. Nicolas serait menotté, Camille connaîtrait la vérité, et notre famille serait détruite à jamais. Mais au moins, ma fille serait vivante et libre. L'église était belle dans la lumière du matin, les vitraux projetant des motifs colorés sur les bancs en bois. Des rubans blancs marquaient l'emplacement des chaises pour la cérémonie du lendemain. L'organisatrice de mariage s'affairait avec son oreillette et son bloc-notes, dirigeant les fleuristes et les techniciens éclairage. Tout avait l'air si normal, si innocent. Personne ne savait que demain, ce sanctuaire deviendrait une scène de crime. Nicolas est arrivé avec Camille, tous deux habillés décontractés, tous deux souriants. Il a embrassé sa joue, murmuré quelque chose qui l'a fait rire, puis m'a aperçu et a fait un signe. « Christian, prêt pour le grand jour ?» J'ai rendu son sourire, faisant correspondre sa fausse chaleur à la mienne. Absolument, impatient de voir tout ça se concrétiser. Puis, j'ai rencontré Guillaume Mercier pour la première fois. Il était exactement comme le dossier de Laurent l'avait décrit, milieu de trentaine, beau de façon générique, avec le charme rodé d'un acteur professionnel. Il m'a serré la main fermement. « Monsieur Beaumont, c'est un honneur. Camille est une femme extraordinaire. » L'ironie était suffocante. Voilà un homme payé 45 000 € pour faire semblant d'épouser ma fille, exprimant un sentiment fabriqué, pendant que moi, son vrai père, je ne pouvais pas dire la vérité. « Bienvenue dans la famille, Guillaume », ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. On a répété la chorégraphie de la cérémonie. L'organisatrice a expliqué le timing. Musique du cortège, positionnement à l'autel, échange des vœux, cérémonie des alliances. Elle s'est tournée vers moi. « Monsieur Beaumont, après avoir accompagné Camille jusqu'à l'autel, vous prendrez place au premier rang. Des questions ?» J'ai regardé l'autel, imaginant la scène du lendemain. « En fait, j'aimerais dire quelques mots avant les vœux. C'est inhabituel ?» L'organisatrice a souri. « Pas du tout. » Beaucoup de pères veulent fort s'adresser au couple. On peut l'intégrer à la cérémonie. Nicolas m'a lancé un regard perçant, du calcul passant dans ses yeux. « Christian, tu n'es pas obligé de faire ça. » J'ai soutenu son regard calmement. « J'y tiens, Nicolas. J'ai des choses que j'ai besoin de dire. »
Il a étudié mon visage un moment, puis s'est détendu. Quoi qu'il ait vu l'a satisfait, j'étais toujours le père obéissant et sentimental. Tu verras les résultats dans quelques heures, à l'église, devant tout le monde. La couleur a légèrement quitté son visage. « Christian, tu te sens bien? Tu parles bizarrement ?» Je me suis calé dans ma chaise, ma voix tranquille mais dure. Je me sens lucide pour la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, le dîner de répétition a eu lieu chez Morelli's, un restaurant italien haut de gamme que Nicolas avait choisi. 60 invités, famille, cortège nuptial, amis proches, remplissaient une salle privée. Lustres en cristal, nappes blanches, vin coûteux coulant à flot. Tout le monde riait et célébrait, inconscient de l'équipe de surveillance de l'OCRJDF qui photographiait les participants depuis l'autre côté de la rue. Je me suis assis à la table d'honneur entre Camille et Nicolas, jouant mon rôle. Les toasts ont commencé après le dîner. L'ancienne colocataire de fac de Camille a parlé de leur amitié. Nathalie Lefebvre a fait un discours sur l'amour qui conquiert tout en planifiant secrètement de voler le fiancé de ma fille et de fuir le pays. J'ai souri et applaudi, ma performance impeccable. Puis Nicolas s'est levé, verre de champagne en main. La salle s'est tue. Il m'a regardé avec une manipulation magistrale. Gratitude, respect, affection, tout soigneusement construit. Je voudrais dire quelque chose sur Christian Beaumont. Il y a 24 ans, lui et Elisabeth ont ouvert leur maison à un gamin perdu de 15 ans. Christian m'a appris la loyauté, l'intégrité, ce que ça signifie d'être un homme. Les mots étaient des poignards. Autour de la salle, les gens souriaient, certains essuyant des larmes. Camille a serré ma main. Nicolas a continué. « Christian, tu as été plus qu'un père. Tu as été mon exemple, mon mentor, mon héros. Demain, en épousant ta fille, je promets d'honorer les valeurs que tu m'as inculquées, de protéger cette famille comme tu l'as toujours protégée. » La salle a explosé en applaudissements. Nicolas a levé son verre. À Christian Beaumont, le meilleur père qu'un fils puisse demander. Tout le monde a bu. Je me suis levé lentement, mon propre verre en main. La salle s'est tue. J'ai regardé Nicolas, puis Camille, puis les invités assemblés. Merci Nicolas. Ça compte plus que tu ne le sais. Je t'ai regardé grandir au fil des années, et demain sera effectivement une révélation. Un jour où tout le monde ici verra exactement ce que tu es devenu. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter avec leur double sens. Demain sera un jour qu'aucun de nous ne pourra jamais oublier. On sera tous témoins de la vérité dans sa forme la plus pure. Alors s'il vous plaît, levez vos verres. À demain, à la vérité, à la justice. Les invités ont acclamé et bu, manquant l'avertissement dans mes mots. Mais les yeux de Nicolas se sont légèrement plissés, et l'espace d'un instant, j'ai vu l'incertitude passer sur son visage. Après le dîner, j'ai marché seul jusqu'à ma voiture. Dans l'obscurité du parking, je me suis finalement laissé craquer. Mes mains tremblaient, des larmes glissant sur mon visage. Sophie Marchand s'est approchée par derrière. « Christian, ça va ?» J'ai secoué la tête. « Demain, je détruis ma famille. » Sophie a agrippé mon bras. « Demain, tu sauves ta fille. Elisabeth serait fière de toi. » Mon téléphone a vibré. Un SMS de Camille. « Papa, rentre à la maison. Nicolas est sorti. J'ai besoin de te parler en privé, s'il te plaît. » Je suis rentré en trombe à 23h, le cœur battant. Le SMS de Camille disait qu'elle avait besoin de parler en privé. C'était sa dernière chance d'avouer avant que je ne détruise sa vie publiquement. La maison était sombre quand je me suis engagé dans l'allée. Seule la lumière du porche brillait. La voiture de Nicolas n'était pas là. J'ai trouvé Camille, dans le salon, recroquevillée sur le canapé où elle lisait enfant. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Papa !» Sa voix était petite, brisée. J'ai traversé la pièce et lui ai pris les mains. « Je suis là, ma chérie. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Elle a resserré une couverture autour d'elle. « Demain, c'est mon mariage. Je devrais être excitée. » Mais je me sens juste mal, comme si quelque chose de terrible allait arriver. Ma poitrine s'est serrée. C'était ça. Le moment où elle me dirait enfin la vérité. « Qu'est-ce que tu veux dire par mal ?» Camille m'a regardé avec de la peur dans les yeux. « Papa, tu as toujours protégé notre famille, toujours fait ce qu'il fallait, même quand c'était dur. Pas vrai ?» La question m'a pris de court. « Oui, toujours. » Elle a hoché la tête lentement, comme pour confirmer quelque chose à elle-même. Parfois, protéger la famille signifie faire des choix difficiles, des choix que d'autres pourraient ne pas comprendre.
Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un aveu. C'était une justification. « Camille, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Elle a soutenu mon regard directement. « Je dis que demain, quoi qu'il arrive, j'ai besoin que tu aies confiance que je fais ce qui est le mieux pour notre famille. Que Nicolas et moi ont fait ce que maman aurait voulu. » L'invocation du nom d'Élisabeth, utiliser sa mère pour justifier le vol et la trahison, a failli me briser. Je me suis penché en avant, gardant ma voix douce. Ta mère aurait voulu que tu sois honnête, honorable, que tu choisisses ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. L'expression de Camille s'est légèrement durcie. Maman aurait voulu que je sois à l'abri du besoin, en sécurité. C'était ça. La manipulation de Nicolas parlant à travers la bouche de ma fille. Elle l'avait choisi lui plutôt que la vérité, plutôt que la famille, plutôt que tout ce qu'Élisabeth et moi lui avions enseigné. Je me suis levé lentement. Camille, si tu es impliquée dans quelque chose de mal, quelque chose d'illégal, tu peux encore t'en sortir. Il n'est pas trop tard. Pendant un instant, l'espoir a vacillé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour parler, pour enfin tout admettre. Puis son téléphone a vibré. Elle a jeté un œil à l'écran. Sans doute Nicolas vérifiant où elle en était. Le moment est passé. Son expression s'est fermée. « Je ne suis impliqué dans rien de mal, papa. Je voulais juste te dire que je t'aime et que demain sera un nouveau départ pour nous tous. » Elle s'est levée, a embrassé ma joue et est montée, me laissant seule dans l'obscurité. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé, lui donnant chaque opportunité de choisir la rédemption. Maintenant, demain, elle ferait face aux conséquences de son choix. Le lendemain matin, samedi, jour du mariage, je me suis réveillé à 6 heures. Laurent avait arrangé une rencontre avec Laurence Delacroix dans un café du centre-ville à 7 heures. Elle était déjà là quand je suis arrivé, élégante dans une robe bleu marine, ses cheveux argentés coiffés à la perfection. Nous nous sommes assis dans un box en coin et elle a sorti des documents de son sac. « Monsieur Beaumont, voici des copies de tout ce que j'ai sur Mathieu Reynard, Nicolas, virement bancaire, e-mail, photo, le contrat de la salle de réception. Je veux que Camille les voie après que vous l'ayez démasqué, pour qu'elle sache qu'il a déjà fait ça avant. » J'ai pris les documents, les mains fermes. « Merci, Laurence. Je sais que c'est difficile. » Elle a secoué la tête. « Ce qui est difficile, c'est de savoir qu'une autre famille a traversé ce que j'ai traversé. Mais aujourd'hui, on l'arrête. On a revu le plan. Laurence s'assiérait au fond de l'église, inaperçue jusqu'au bon moment. Quand je donnerais le signal, la phrase « la vérité dans sa forme la plus pure », elle s'avancerait. Les agents de l'OCRJ d'EDF interviendraient immédiatement après. Simple, dévastateur, final. À 8 heures, je suis rentré m'habiller pour le mariage. Laurent a appelé pour confirmer les derniers détails. 6 agents en civil positionnés dans l'église. Le commandant Vidal coordonne depuis un véhicule à l'extérieur. Les comptes piquants suisses ont été gelés à 8 heures comme prévu. Nicolas ne peut plus accéder à un seul euro. L'enveloppe pour Camille est prête. On est paré, Christian. J'ai regardé mon reflet dans le miroir en ajustant ma cravate. L'homme qui me regardait avait l'air plus vieux que son âge, usé par le chagrin et la trahison, mais ses yeux étaient clairs, déterminés. Mon téléphone a sonné. Nicolas ? J'ai répondu, forçant de la chaleur dans ma voix. Nicolas, bonjour. Grand jour. Sa voix était enjouée, détendue. Christian, je suis à l'hôtel en train de me préparer avec Guillaume. Tu veux qu'on prenne le petit déjeuner avant la folie ? Juste nous deux. Père et fils, une dernière fois avant que tout change. L'invitation était lourde d'ironie qu'il ne pouvait pas imaginer. J'ai regardé ma montre. 10 heures. Le mariage était à midi. 2 heures. Bien sûr, Nicolas. Où ça ? La brasserie lyonnaise, dans 20 minutes. J'ai attrapé mes clés. J'arrive. C'était ça. Un dernier petit déjeuner avec l'homme qui avait essayé de détruire ma famille. Un dernier face-à-face avant le règlement de compte. Nicolas a commandé des œufs bénédicts au restaurant gastronomique. Je n'ai rien commandé. Mon appétit était mort il y a 3 semaines. Dans 4 heures, je le détruirai. La brasserie lyonnaise était un restaurant haut de gamme, nappes blanches et verres en cristal. Nicolas l'avait choisi délibérément, public, respectable, le genre d'endroit où un fils dévoué emmène son père pour un jour important. Nous étions assis près de la fenêtre, donnant sur la ville, la lumière du matin entrant à flot. Pour n'importe quel observateur, nous avions l'air d'une famille, partageant un moment spécial. Nicolas avait l'air détendu, confiant, vêtu de façon décontractée mais élégante.
Il a souri quand le serveur a versé le café. « Grand jour, Christian. Comment tu te sens ?» J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse de café. Songeur. 24 ans, ça passe vite. Il a hoché la tête, son expression devenant sentimentale. J'y ai pensé aussi, au jour où toi et Elisabeth m'avez ramené à la maison. J'étais tellement perdu, tellement brisé. Vous m'avez sauvé, Christian. Vous m'avez donné une vie que je n'aurais jamais cru possible. Les mensonges coulaient si facilement, si convaincants. On t'aimait, Nicolas, depuis le début. Le passé n'était pas accidentel. Mais il ne l'a pas relevé. Ses œufs sont arrivés et il a mangé avec l'appétit de quelqu'un sans le moindre souci. Entre deux bouchées, il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a fait glisser sur la table. « Christian, je voulais te parler de quelque chose avant la folie de la journée. J'ai réfléchi à ton avenir, à m'assurer qu'on prenne soin de toi. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nicolas a ouvert l'enveloppe, révélant des documents légaux, procuration, accord de gestion financière. J'ai demandé à Nathalie de les préparer. L'idée, c'est que tu signes aujourd'hui, et Camille et moi, on s'occupe de tout le stress des affaires. Tu mérites de te reposer, de profiter de la vie sans te soucier du groupe Beaumont. J'ai regardé les documents sans les toucher. C'était ça, le piège exposé en langage juridique. Signer ces papiers, et Nicolas aurait le contrôle total avant même l'évaluation frauduleuse du docteur Blanchard. Il accélérait le calendrier. « Tu veux que je signe ça aujourd'hui, le jour de ton mariage ?» Le sourire de Nicolas était chaleureux, persuasif. Je sais que le timing semble bizarre, mais réfléchi. Après le mariage, Camille et moi partons en lune de miel. Si tout ça est en place, tu pourras vraiment te détendre. C'est un cadeau, Christian. La liberté de ne plus avoir de responsabilité. J'ai pris les papiers, les parcourant. Chaque clause était conçue pour me dépouiller de tout contrôle, accès aux comptes, autorité pour prendre des décisions financières, tout. Signez ça, et je serai impuissant. J'ai reposé les papiers et regardé Nicolas. Vraiment regardé. Le jeune homme que j'avais élevé. Le prédateur qui avait essayé de m'assassiner, qui volait des millions, qui avait manipulé ma fille. Tu es très doué, Nicolas. Le meilleur acteur que j'ai jamais vu. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'incertitude. Je ne vois pas ce que tu veux dire. J'essaie juste d'aider. Je me suis calé en arrière dans ma chaise, ma voix tranquille mais dure. Tu verras les résultats dans quelques heures, à l'église, devant tout le monde. La couleur a légèrement quitté son visage. « Christian, tu te sens bien ? Tu parles bizarrement. » Je me suis levé, sortant des billets de mon portefeuille pour les poser sur la table. Je me sens lucide pour la première fois depuis des semaines. On se voit à l'hôtel, Nicolas. Je suis sorti, le laissant assis là, avec ses papiers non signés et sa confiance qui s'effritait. Qu'il se pose des questions. Dans quelques heures, il saurait tout. De retour à la maison, c'était le chaos. Les demoiselles d'honneur de Camille remplissèrent le salon, maquilleurs et coiffeurs transformés en l'espace. La musique passait, le champagne coulait, tout le monde riait. Je me suis faufilé à l'étage, jusqu'à ma chambre sans me faire remarquer. Le smoking était prêt dans mon placard. Je me suis habillé lentement, méthodiquement. Chemise, boutons de manchette, gilet, veste, cravate. Chaque vêtement semblait être une armure. Dans le miroir, j'avais l'air de n'importe quel père le jour du mariage de sa fille. Fier, ému. J'ai pris l'enveloppe Kraft sur ma commode. À l'intérieur, toutes les preuves, toutes les pièces, toutes les munitions dont j'avais besoin pour détruire Nicolas Renard. Mandat d'arrêt de l'OCRGDF. Photos de surveillance, rapport d'expertise comptable, témoignage de Laurence Delacroix. La lettre à Camille lui offrant une dernière chance de rédemption. Mon téléphone a vibré. Laurent. Tous les agents en position. Laurence est à l'église. Vidal est prête. Ça se passe, Christian. J'ai tapé en réponse. Je suis prêt. À 11h, j'ai conduit jusqu'à l'église Saint-Jean. Le parking se remplissait déjà d'invités. Tous en tenue de cérémonie, tous souriants et excités. Des agents de l'OCRGDF en civil circulèrent dans la foule. J'en ai reconnu 3 du briefing, mais ils se fondaient parfaitement. À l'intérieur de l'église, des fleurs blanches couvraient chaque surface. Des rubans décoraient dans les bancs, une douce musique classique jouait. C'était magnifique. Exactement ce dont Camille avait rêvé. Et j'étais sur le point de transformer ça en son pire cauchemar. J'ai trouvé Laurence Delacroix, au dernier rang, élégante en bleu marine, un chapeau à large bord dissimulant partiellement son visage. Elle m'a fait un léger signe de tête. Le commandant Morgan Vidal, déguisé en invité dans une robe lavande, se tenait près de la sortie latérale.
2 autres agents flanquaient les portes principales. Un s'était positionné près de l'hôtel, tous attendant mon signal. L'organisatrice de Camille m'a trouvé. « Monsieur Beaumont, Camille vous demande. Elle est dans la salle de préparation. » Je l'ai suivie dans un couloir jusqu'à une pièce privée où Camille se tenait dans sa robe de mariée. Elle était à couper le souffle, la fille d'Élisabeth, belle et radieuse. Mon cœur s'est brisé une fois de plus. « Papa !» Elle s'est tournée vers moi, des larmes brillant déjà dans ses yeux. « J'ai l'air bien ?» J'ai traversé la pièce et lui ai pris les mains. « Tu ressembles exactement à ta mère le jour de notre mariage. Magnifique, parfaite. » Elle a souri à travers ses larmes. J'aimerais qu'elle soit là. Elle était là, ma chérie. Elle nous regarde, et elle t'aime tellement. Je l'ai attirée dans mes bras, serrant ma fille. Peut-être pour la dernière fois avant que tout ne change. Camille, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi que tu vois ou entendes, je t'aime plus que tout au monde. Ça ne changera jamais. Elle s'est reculée, la confusion traversant son visage. « Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'organisatrice a frappé. « C'est l'heure, les invités sont assis. » J'ai embrassé le front de Camille. « Rien ne va pas, ma puce. Tout est exactement comme ça doit être. » On s'est aligné pour le cortège. La musique s'est enflée. Les portes se sont ouvertes. J'ai offert mon bras à Camille et nous avons commencé à descendre l'allée. 300 invités se sont levés, se tournant pour nous regarder. Fleurs, musique, sourires. Et à l'hôtel, Nicolas Renard attendait en smoking, Guillaume Mercier à ses côtés. Les yeux de Nicolas ont croisé les miens à travers la distance. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai vu une peur sincère dans son expression. Il savait. D'une façon ou d'une autre, il savait que quelque chose n'allait pas, mais c'était trop tard. La cérémonie avait commencé. J'ai accompagné ma fille dans l'allée, sachant que chaque pas nous rapprochait du moment où je briserais son cœur pour lui sauver la vie. La musique du cortège s'enflait autour de nous, belle et lancinante. La main de Camille reposait sur mon bras, tremblant légèrement. 300 visages étaient tournés vers nous, souriant, certains tamponnant leurs larmes. Ils voyaient un père accompagnant sa fille vers son avenir. Moi, je l'accompagnais vers la vérité. L'allée semblait interminable. Des roses blanches bordaient le chemin, leur parfum presque entêtant. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur la robe blanche de Camille. Elle avait l'air éthérée, exactement comme Élisabeth le jour où j'avais attendu à un hôtel pour elle. Mais à cet hôtel, Nicolas Renard attendait, la sueur perlant sur son front, les yeux rivés aux miens, et j'ai vu le calcul derrière la peur. À côté de lui, Guillaume Mercier se tenait rigide, son sourire d'acteur fermement en place, mais ses yeux filant nerveusement vers les sorties. Au premier rang, Nathalie Lefebvre était assise avec les demoiselles d'honneur, son expression suffisante et satisfaite. Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée que des agents de l'OCRGDF l'entouraient, que chaque issue était bloquée. Nous avons atteint l'hôtel. La musique s'est évanouie. Le prêtre a souri chaleureusement. Qui accompagne cette femme pour la remettre au marié ? C'était le moment. La réponse traditionnelle signalerait que la cérémonie continue, mettrait en branle le faux mariage, l'activation de la procuration, tous les éléments du plan de Nicolas. À la place, j'ai resserré ma prise sur la main de Camille et dit clairement, fort, « Je refuse ». Des murmures confus ont parcouru l'assemblée. Le prêtre a cligné des yeux, incertain. Camille s'est tournée vers moi, le visage pâle. « Papa, qu'est-ce que… » Nicolas s'est avancé, la voix tendue. « Christian, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas le moment de plaisanter. » J'ai lâché la main de Camille et me suis avancé pour faire face à l'assemblée, tournant le dos à l'autel. 300 visages me fixaient avec confusion. J'ai sorti l'enveloppe Kraft de l'intérieur de ma veste. « Ce n'est pas une plaisanterie, Nicolas, c'est la justice. » Ma voix a porté à travers le sanctuaire. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma fille et mon fils adoptif complotaient pour voler ma fortune, me faire déclarer mentalement inapte et m'enfermer dans un EHPAD. Ce mariage est une fraude, conçu pour accéder aux fonds familiaux. Des hoquets ont éclaté. Des gens se sont à moitié levés de leur siège. Camille a émis un son étranglé derrière moi. Le masque de Nicolas s'est fissuré. « Christian, tu as une sorte d'épisode. C'est de la démence qui parle. » Je l'ai coupé, la voix d'acier. « J'ai des enregistrements, Nicolas. 47 minutes de toi et Camille discutant de chaque détail de votre plan. Ton faux mariage avec Guillaume Mercier ici présent.
qui est en fait un acteur nommé Antoine Morel, engagé pour 45 000 €. J'ai sorti des documents de l'enveloppe, les brandissant. Les comptes offshore en Suisse, les hashpads où vous comptiez m'enfermer. J'ai brandi d'autres papiers. J'ai des rapports d'expertise comptable montrant que tu as volé 2,1 millions d'euros sur 3 ans. J'ai des preuves que tu as sectionné les conduites de frein de ma voiture il y a 6 mois, tentant de m'assassiner. J'ai la preuve que le docteur Gérard Blanchard a été payé 100 000 € pour falsifier une évaluation d'incapacité mentale. L'église a explosé dans le chaos, des gens criant, pleurant, essayant d'assimiler ce qu'ils entendaient. Le visage de Nicolas était passé de pâle à cramoisi. « C'est de la folie, Camille, dis-leur. Dis-leur que ton père perd la tête. » Je me suis retourné pour regarder ma fille. Elle se tenait figée dans sa robe de mariée, des larmes ruisselant sur son visage, son bouquet tombé au sol. « Camille, tu peux encore choisir la vérité. Dis-leur ce que toi et Nicolas avez planifié. » Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé Nicolas, puis moi, déchiré entre l'homme qui l'avait manipulé et le père qui l'avait élevé. Nicolas lui a attrapé le bras. « Ne dis rien, Camille. Il essaie de te piéger. » Une voix du fond de l'église a transpercé le chaos. « Monsieur Renard ne délire pas. Je peux en témoigner. » Toutes les têtes se sont tournées. Laurence Delacroix se tenait au dernier rang, retirant son chapeau à large bord. Elle a remonté l'allée avec une dignité tranquille, les yeux fixés sur Nicolas. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Je m'appelle Laurence Delacroix. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme nommé Mathieu Reynard à Bordeaux. Il m'a courtisé, m'a demandé en mariage et m'a volé 400 000 €. Puis, il a disparu 3 jours avant notre mariage. Elle a atteint l'hôtel et regardé directement Nicolas. Mathieu Reynard et Nicolas Renard sont la même personne. J'ai des photographies, des relevés bancaires et un contrat de salle de réception signé pour le prouver. Nicolas a reculé, secouant la tête. Je ne connais pas cette femme. Elle est confuse, elle se trompe. Laurence a sorti une photographie de son sac et l'a brandie. Voici Mathieu Reynard à notre soirée de fiançailles. Tout le monde dans cette église peut voir que c'est vous. Nathalie Lefebvre s'est soudain levée, le visage paniqué. Nicolas, on doit partir, maintenant. Ces mots étaient accablants, un aveu de complicité. Je me suis tourné vers Guillaume Mercier, qui se tenait paralysé à l'hôtel. Monsieur Mercier, ou devrais-je dire Monsieur Morel, voudriez-vous dire à tout le monde ce que Nicolas vous a payé pour faire ? Guillaume a regardé Nicolas, l'assemblée, les agents de l'OCRGDF qu'il avait finalement repérés. Ses épaules se sont affaissées en signe de défaite. 45 000 € pour me faire passer pour le fiancé de Camille, pour aller jusqu'au bout d'un faux mariage afin qu'elle puisse accéder à son héritage. Je suis acteur. C'était juste censé être un boulot. Camille a émis un son comme un animal blessé. Elle s'est tournée vers Nicolas, la compréhension perçant enfin. « Tu n'allais jamais m'épouser. Tout ça était faux. » Nicolas a tendu la main vers elle. « Bébé, je peux t'expliquer. » Elle a trébuché en arrière, loin de lui. « Tu m'as utilisé. Tu m'as menti. Tout était un mensonge. » Ses jambes ont lâché, et elle s'est effondrée à genoux dans sa robe blanche, sanglotant. Le commandant Morgan Vidal s'est avancé depuis le côté de l'église. Sa carte de l'OCRGDF brandit bien haut. Nicolas Renard, Nathalie Lefebvre, Antoine Morel, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, blanchiment d'argent et tentative de meurtre. 6 agents ont convergé simultanément. Des menottes ont claqué autour des poignets de Nicolas. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-il hurlé, tout faux semblant disparu. « J'ai des droits. J'exige un avocat. Christian, tu vas payer pour ça. Tu détruis ta propre fille. » 2 agents ont encadré Nathalie Lefebvre, devenue pâle et silencieuse, sa confiance précédente s'évaporant tandis que les menottes se refermaient sur ses poignets. Elle a lancé un regard venimeux à Nicolas. « Tu avais dit que c'était infaillible. Tu avais dit qu'il était trop confiant pour jamais soupçonner quoi que ce soit. » Nicolas l'a ignoré, continuant à me crier dessus. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Pour Camille. C'est toi le méchant ici, Christian, un vieil homme amer qui ne peut pas accepter que son heure est passée. » Une 3e équipe d'agents est entrée par la porte latérale, escortant le docteur Gérard Blanchard, qui avait été appréhendé sur le parking en train d'essayer de fuir. Son visage était livide, son costume coûteux froissé. Le prêtre se tenait à l'autel, sa Bible encore ouverte, l'air complètement abasourdi.
Le commandant Vidal s'est approché de Camille, qui était toujours agenouillée par terre dans sa robe de mariée, le maquillage coulant avec les larmes. « Mademoiselle Beaumont, j'ai besoin que vous nous accompagniez pour un interrogatoire. Vous avez le droit de garder le silence. » La voix de Camille était à peine audible. « Est-ce que je suis en état d'arrestation » L'expression de Vidal s'est légèrement adoucie. « Pas pour le moment. » « Mais vous êtes une personne d'intérêt dans une enquête criminelle en cours. Nous avons besoin de votre coopération. » J'ai regardé un autre agent aider Camille à se relever. Elle m'a regardé alors, et la blessure dans ses yeux était un couteau dans ma poitrine. « Tu savais tout ce temps. Tu savais. Et tu m'as laissé descendre cette allée. Tu m'as laissé me tenir à cet hôtel en croyant... » Sa voix s'est brisée. « Comment as-tu pu ?» J'ai fait un pas plus près, mais elle a reculé. « Je t'ai donné des chances, Camille. 3 chances de me dire la vérité. Cette nuit dans mon bureau quand tu as failli avouer. La conversation à minuit quand tu as choisi de défendre Nicolas à la place. Le SMS hier soir. À chaque fois, tu l'as choisi, lui, plutôt que la vérité. » Son visage s'est décomposé. « Parce que j'avais peur. Parce que je ne savais pas comment te dire que j'avais déjà fait des choses terribles. » La voix de Nicolas a tranché à travers l'église. « Camille, tais-toi. Ne dis pas un mot de plus sans avocat. » Le commandant Vidal a sorti une tablette de son sac et l'a tenue pour que Camille puisse voir l'écran. « Mademoiselle Beaumont, avant que vous décidiez comment procéder, je pense que vous devriez voir ceci. » Elle a fait défiler des photographies. Nicolas et Nathalie s'embrassant dans un parking souterrain. Nicolas et Nathalie entrant ensemble dans un hôtel. Nicolas et Nathalie dans un restaurant, se tenant la main, ayant l'air d'amants. Camille a fixé les images, son visage passant par l'incrédulité, l'horreur et la dévastation. Non, non, ce n'est pas... Il n'aurait pas... Le commandant Vidal a fait défiler à nouveau, montrant des transcriptions de SMS. Camille les a lues en silence, ses mains commençant à trembler. Je savais ce qu'elle voyait, Nicolas la traitant d'idiote. Nathalie riant de la facilité avec laquelle Camille avait été manipulée. Leur discussion sur le plan de fuite qui ne l'incluait pas. « Il couchait avec Nathalie », a dit Camille, la voix creuse. « Depuis le début. Mademoiselle d'honneur, ma meilleure amie ?» Vidal a hoché la tête. « Depuis au moins 18 mois. Ils prévoyaient de partir ensemble 2 jours après le mariage. Vous n'avez jamais fait partie de leur plan de fuite, mademoiselle Beaumont. Vous étiez le bouc émissaire. » Camille a regardé Nicolas, qui se débattait maintenant contre les menottes. Leurs yeux se sont croisés à travers l'église. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Dis-moi que tu m'aimais. Dis-moi que quelque chose entre nous était réel. » Pendant un moment, j'ai pensé que Nicolas pourrait montrer une once d'humanité. À la place, il a souri, froid et cruel. « Tu étais utile, Camille. C'est ce que tu étais. Un moyen d'accéder à l'argent de ton père. Tu croyais vraiment que je t'aimais ? Regarde-toi. Tu es faible, pathétique, exactement comme ton père. Tu m'as facilité les choses. » Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du poison. L'expression de Camille est devenue vide, un choc au-delà des larmes, juste une dévastation vide. Le commandant Vidal a guidé Camille vers un banc à l'écart du chaos. Je l'ai suivi, m'asseyant de l'autre côté de ma fille. Vidal a sorti des documents officiels. Vous faites face à de potentielles poursuites. Association de malfaiteurs pour escroquerie, complicité d'abus de faiblesse, complicité de blanchiment. En cas de condamnation, vous risquez de 15 à 20 ans d'incarcération. Camille a émis un son de pure angoisse. Vidal a continué. Cependant, le procureur est prêt à vous proposer un accord. Coopération totale, témoigner contre Nicolas Renard, fournir toutes les informations que vous avez sur la conspiration, aider à récupérer les avoirs volés. En échange, les charges criminelles sont réduites à du sursis avec mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Pas de prison. J'ai sorti une enveloppe de ma veste, différente de celle que j'avais montrée à l'Assemblée. « Camille, il y a autre chose que tu dois voir. » J'ai retiré une réservation de vol imprimée, un aller simple pour Genève, départ 2 jours après le mariage, un seul passager, Nicolas Renard, pas de billet pour elle. Elle a fixé le papier, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Il allait vraiment m'abandonner, me laisser aller en prison pendant qu'il s'enfuyait avec Nathalie. J'ai hoché la tête. Tu n'as jamais été sa partenaire, ma chérie. Tu étais sa victime, exactement comme Laurence Delacroix, exactement comme moi. Vidal a laissé un moment à Camille, puis a repris la parole. « Mademoiselle Beaumont, j'ai besoin de votre décision. Allez-vous coopérer avec l'enquête ?» Camille a regardé Nicolas, qu'on emmenait vers la sortie latérale de l'église, me noter.
Il s'est retourné une fois, le visage tordu de mépris. « T'es pathétique, Camille. J'espère que tu vas pourrir. » Elle l'a regardé disparaître par la porte, puis s'est tournée vers Vidal avec quelque chose comme de l'acier entrant dans sa voix. « Je vais coopérer. Je vous dirai tout. Chaque conversation, chaque transaction, chaque mensonge. Je témoignerai contre lui au tribunal. Je veux que Nicolas Renard paie pour ce qu'il a fait. » Vidal a hoché la tête avec approbation. « C'est une décision courageuse, mademoiselle Beaumont. » J'ai tendu la main vers celle de Camille, mais elle s'est écartée. « Non, papa, pas encore. Je coopère. Mais ça n'efface pas ce que je t'ai fait. Je ne mérite pas ton pardon. » Avant que je puisse répondre, le commandant Vidal a affiché un autre fichier sur sa tablette. « Mademoiselle Beaumont, il y a encore une chose que vous devez savoir sur Nicolas Renard. On pense qu'il est lié à un décès à Strasbourg en 2015, une femme nommée Marguerite Chen qui est morte après qu'il lui a volé 800 000 €. Les yeux de Camille se sont écarquillés. « Vous pensez qu'il a tué quelqu'un ?» L'expression de Vidal était grave. « L'enquête est en cours, mais oui. On pense que Nicolas Renard est responsable d'au moins un décès, peut-être plus. Si vous l'aviez épousé, si vous aviez continué avec ce plan, il y a une forte probabilité qu'il vous aurait finalement tué aussi, une fois que vous ne lui auriez plus été utile. Votre père n'a pas seulement sauvé votre liberté, mademoiselle Beaumont, il vous a très probablement sauvé la vie. » Camille s'est tournée pour me regarder, me voyant vraiment pour la première fois depuis le début des arrestations. Mon Dieu. Il m'aurait tué, n'est-ce pas, une fois que je ne lui aurais plus été utile. J'ai hoché la tête lentement. Oui, ma chérie, je le crois. Les gros titres du lendemain matin hurlaient le scandale du système de fraude familiale à plusieurs millions. Je me suis assis dans mon bureau 7 jours après le mariage qui n'avait jamais eu lieu, les journaux étalés sur mon bureau comme des pièces à conviction d'une scène de crime. Un PDG démasque l'arnaque de son fils adoptif. La police arrête 3 personnes dans un coup monté d'1 million au mariage. Un père sauve sa fille d'un complot d'internement. Chaque gros titre semblait surréaliste, comme si je lisais l'histoire de la famille brisée de quelqu'un d'autre, pas les ruines de ma propre vie. Les médias s'étaient abattus comme des vautours quelques heures après les arrestations. Des camionnettes de télévision campaient devant ma maison depuis 3 jours. Des journalistes criaient les questions chaque fois que je mettais le pied dehors. Des hélicoptères tournaient pour prendre des images aériennes. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Demandes d'interview de toutes les grandes chaînes, éditeurs proposant des contrats de livres à 6 chiffres, podcasts de true crime voulant un accès exclusif. J'ai tout refusé. Ce n'était pas du divertissement. C'était la destruction de ma famille, exposée au monde entier. Laurent Dubois a apporté de meilleures nouvelles hier lors de notre réunion au centre-ville. On a récupéré environ 90% des fonds volés, Christian. Les comptes suisses ont été gelés à 8 heures le jour du mariage, exactement comme prévu. On a tracé et saisi les avoirs de toutes les sociétés écrans, NRS Conseil, Stone Management, Beaumont Advisory Services. Votre situation financière est largement intacte. Il a feuilleté d'autres documents. Laurence Delacroix recevra aussi une restitution complète. Les 400 000 € que Nicolas lui a volés sont restitués sur les avoirs saisis, plus les intérêts accumulés sur 2 ans. Les tribunaux lui ont aussi accordé des dommages et intérêts supplémentaires. Au moins, c'était justice. Laurence avait appelé pour me remercier le lendemain des arrestations. La voix chargée d'émotion, mais plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Christian, vous m'avez donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir. La clôture, et une chance de voir ce salaud derrière les barreaux où est sa place. Je lui ai dit que ce n'était pas la vengeance qu'on avait obtenue, c'était la responsabilité. Elle a ri amèrement. Parfois c'est la même chose, et parfois c'est très bien comme ça. » Les procédures pénales avançaient avec une rapidité surprenante. Nicolas faisait face à 15 chefs d'accusation et 3 procédures parallèles. Escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, abus de faiblesse, usurpation d'identité, recel de biens volés, tentative de meurtre via le sabotage des conduites de frein. Chaque chef portait des années de prison potentielle. Son avocat coûteux, venu de Paris, essayait désespérément de négocier. Il suggérait des défenses pour troubles mentaux, prétendait que Nicolas avait eu une enfance traumatisante avant son adoption, proposait des témoins de moralité. Mais le commandant Morgan Vidal avait construit un dossier en béton. Les rapports d'expertise comptable documentaient chaque euro volé. Les aveux enregistrés capturaient chaque mot accablant. Le témoignage de Laurence Delacroix établissait le schéma et l'intention. Guillaume Mercier avait témoigné pour l'accusation.
Le docteur Gérard Blanchard avait plaidé coupable, en échange d'une peine réduite. Le procureur estimait que Nicolas recevrait 23 à 30 ans de prison. Nathalie Lefebvre faisait face à 12 chefs d'accusation, probablement 10 à 15 ans. Le docteur Blanchard purgerait 8 ans et perdrait définitivement son autorisation d'exercer. Camille avait tenu parole sur la coopération. Pendant 5 jours éprouvants de témoignages devant le juge d'instruction, elle avait fourni des récits détaillés et douloureux de chaque conversation, chaque transaction, chaque manipulation que Nicolas avait employée. Elle a décrit comment il l'avait isolée de ses amis après la mort d'Élisabeth, l'avait convaincue que je devenais incapable, l'avait persuadée que me voler était en fait protéger les biens familiaux. Elle a révélé les fausses séances de thérapie qu'il avait facturées, empochant 18 000 € tout en exploitant son deuil sincère. Elle a admis avoir signé des documents qu'elle ne comprenait pas, transféré de l'argent qu'elle savait ne pas lui appartenir, gardé le silence quand elle aurait dû parler. Son témoignage avait été crucial pour établir le schéma de manipulation psychologique et de contrôle coercitif de Nicolas. Ça lui avait valu l'accord de coopération, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général, thérapie obligatoire 2 fois par semaine avec un spécialiste agréé, paiement de restitution et un casier judiciaire permanent. Pas de prison, mais pas d'échappatoire aux conséquences. Mais la vraie punition n'était pas légale. C'était la culpabilité que je voyais dans ses yeux chaque jour, le poids de la honte qu'elle portait. La façon dont elle pouvait à peine me regarder sans pleurer. Elle restait dans la maison d'amis maintenant. Ni elle, ni moi n'étions prêts pour qu'elle retourne dans la résidence principale. La distance physique semblait nécessaire, un tampon pendant qu'on essayait tous les deux de digérer les décombres. On avait dîné ensemble 2 fois cette première semaine, des conversations tendues et douloureuses autour de plats à emporter qu'aucun de nous ne pouvait avaler, où on essayait tous les deux désespérément de retrouver notre relation père-fille, mais on ne cessait de trébucher sur le gouffre de la trahison entre nous. Hier soir, elle a posé la question que je savais inévitable. « Papa, est-ce que tu me feras de nouveau confiance un jour ?» Sa voix était petite, enfantine, vulnérable. La même voix qui demandait jadis si les monstres sous le lit étaient au réel, si je la garderais toujours en sécurité. J'ai reposé ma fourchette soigneusement et les regardé honnêtement, refusant le faux réconfort. Il faudra toute une vie pour te refaire confiance, Camille. Peut-être plus, peut-être pour toujours. Mais je suis prêt à essayer, si tu l'es. Je suis prêt à faire ce premier pas, même si je ne sais pas où il mène. Elle a hoché la tête lentement, des larmes glissant sur son visage dans des sillons devenus douloureusement familiers. Je suis tellement désolé, papa, pour tout, pour l'avoir cru, pour ne pas avoir vu ce qu'il était, pour t'avoir fait du mal d'une façon que je ne pourrai jamais effacer. Ah !» Je voulais désespérément la réconforter, lui dire que tout allait bien, la prendre dans mes bras comme je le faisais quand elle était petite. Mais tout n'allait pas bien. Pas encore, peut-être jamais. Je sais que tu l'es, ma chérie. Ce matin, une lettre est arrivée. Courrier de prison. Établissement pénitentiaire. Caché de la poste avec l'écriture distinctive de Nicolas. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Les mots à l'intérieur étaient conçus pour blesser. Tu as détruit ta fille pour satisfaire ton ego et ton besoin de vengeance. Elle ne te pardonnera jamais ce que tu lui as fait à cet hôtel, de l'avoir humiliée devant 300 personnes. Tu l'as perdue pour toujours, vieillard. J'espère que tu es content de ta victoire à la Pyrrhus. Ça en valait la peine ? Je suis resté longtemps assis à fixer ces mots, les sentant essayer de s'enfouir dans mon esprit comme des parasites, essayer de me faire douter. Nicolas essayait encore de me manipuler. Essayait encore de contrôler le récit. Essayait encore de gagner, même derrière les barreaux. Puis j'ai pris un stylo et écrit une seule ligne sur du papier vierge. J'ai sauvé la vie de ma fille. Ça en valait la peine. Je ne l'enverrai jamais. Nicolas ne méritait pas de réponse. Ne méritait pas de savoir que ces mots avaient eu le moindre impact. Mais l'écrire m'a rappelé pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, pourquoi j'avais planifié pendant 3 semaines. Pourquoi j'avais rassemblé des preuves, pourquoi j'avais détruit ma famille publiquement, pas pour la vengeance, même si Dieu sait que je l'avais voulu, pas principalement pour la justice, bien que ça comptait profondément, pour Camille, pour la sauver d'un homme qui l'aurait utilisée, jetée et très probablement tuée. Le coup avait été catastrophique. Notre relation était brisée, peut-être irréparablement. La confiance était partie, consumée dans le feu de la trahison. L'amour facile entre père et fille avait été remplacé par une distance prudente, une politesse formelle et une conscience constante de ce qui avait été perdu. Mais elle était vivante.
Elle était libre. Elle avait une chance, aussi petite, aussi incertaine soit-elle, de se reconstruire en quelqu'un de meilleur que la femme que Nicolas Renard avait façonnée. Et un jour, peut-être comprendrait-elle que j'avais fait le seul choix qu'un père pouvait faire face à sauver la vie de son enfant, au prix de son amour. En repensant à cette histoire de famille, je réalise que j'ai fait des choix qu'aucun père ne devrait jamais avoir à faire. J'ai détruit le monde de ma fille pour lui sauver la vie. Certainement à nuit, je me demande encore s'il y avait un autre moyen, un chemin plus doux, qui ne l'aurait pas brisé si complètement devant 300 témoins. Mais ensuite, je me souviens du billet d'avion avec seulement le nom de Nicolas. Des SMS, la traitant d'idiote utile. De la veuve de Strasbourg morte après avoir découvert son vol. Et je sais que la douceur l'aurait fait tuer. Voici ce que j'ai appris de cette douloureuse histoire de famille. La confiance, une fois brisée, prend des vies entières à reconstruire. Et parfois l'amour signifie prendre des décisions qui ressemblent à des trahisons sur le moment, mais se révèlent être le salut avec le recul. Cette vengeance de père n'était pas une question de punir Nicolas, bien que Dieu sait qu'il méritait chaque année de sa peine. C'était une question de protection, de refuser de laisser le mal porter le masque de la famille. Mon conseil, n'attendez pas aussi longtemps que moi. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que vous voulez croire le meilleur des gens. Ne laissez pas la manipulation se déguiser en amour. Si quelque chose semble mal, si quelqu'un isole vos proches, contrôle leurs décisions, ou leur fait remettre en question la réalité, agissez immédiatement. Ne donnez pas aux prédateurs 3 semaines pour se préparer. Ne leur donnez pas 3 ans pour voler des millions. Faites confiance à votre instinct, parce que quand vous avez des preuves, les dégâts sont déjà catastrophiques. Dieu m'a donné la force de me tenir dans cette église quand chaque fibre de mon être voulait fuir. Dieu m'a donné la sagesse de voir, à travers les tromperies de Nicolas quand j'étais aveuglé par l'amour paternel. Et Dieu, je prie chaque jour, guérira les blessures que cette histoire de famille a laissées sur nous tous. La foi n'a pas rendu les choix plus faciles, mais elle les a rendus possibles. Cette vengeance de père m'a coûté tout et a sauvé ce qui comptait le plus. Apprenez de ma douleur. Protégez votre famille avant que les loups ne s'approchent trop. Parce qu'une fois qu'ils sont dans votre maison, le prix pour les en sortir se mesure en cœur brisé et en confiance détruite. Merci d'être resté jusqu'au dernier mot. Laissez un 2 dans les commentaires si cette vengeance de père vous a touché. Je veux vraiment savoir que vous êtes là. Abonnez-vous pour plus de récits puissants qui défient et inspirent. Rappel important, ceci est une histoire de famille fictive créée à des fins narratives et de réflexion. Si ce type de contenu n'est pas votre préférence, n'hésitez pas à explorer d'autres vidéos qui correspondent mieux à vos intérêts.